C'est la Ligue des Cinémas. Je m'appelle Mathieu, je suis avec mon co-animateur Max. Comment vas-tu, Max, cette semaine? Ça va très bien. Et toi, mon cher ami? Ah, écoute, pour une fois que tu me le demandes sans que je te le demande de me le demander, je vais très bien. Un peu fatigué. Première semaine en appart, nouvelle expérience, des hauts et des bas, comme on dit, adaptation. T'as-tu amené beaucoup de filles à date ou... Ah non, je suis pas aussi chanceux dans la vie que ça. Les femmes, ils me tournent pas autour. Même pas avec ton cellulaire? Mon cellulaire. Genre dans le cellulaire? Non. Je te présenterai des sites. Ouais, tous tes sites louches, là, ouais, avec les... avoir une femme mariée ukrainienne, là. Tu sauras qu'ils sont très fines. Ben oui, c'est sûr. Bref, cette semaine, on va critiquer le film d'animation Killing Joke, Batman The Killing Joke, basé sur la BD du même nom. Et on va jaser entre autres de Vin Diesel dans l'espace. On va parler de Dick Cheney et on va parler de Star Wars. Faut un changement. Ouais, faire changement comme d'habitude. Alors sans plus attendre, on va entrer dans nos chroniques. Les chroniques. Alors, on est du côté des chroniques. Comme chaque semaine, on commence avec les chroniques de qu'est-ce qu'on a vu et écouté cette semaine. Alors, sans plus attendre, Max, je te laisse aller. Écoute, j'ai pas écouté Flash, je m'excuse d'avance. Mais c'est ma faute, j'aurais dû... Mais regarde, c'est correct, j'ai pas pu poursuivre True Detective. Mais au moins, on progresse. Ouais, c'est cette semaine, je vais donner un coup là-dessus. Dans le fond, moi, cette semaine, j'ai écouté 4 films exactement. Je vais commencer du meilleur au pire. Ok, On vas-y. fait tout ça de même? Ben oui. Ok. Le meilleur que j'ai vu, c'est Transporting. C'est un film qui a fait connaître Evan McGregor à l'époque, celui qui a fait Obi-Wan dans la pré-trilogie de Star Wars. Oui. C'est le film, vraiment, c'est son premier rôle, son premier véritable vrai rôle. Et dans le fond, c'était un classique qui revient souvent, qui se font. Tout le monde dit que ce film-là, c'est un des meilleurs films british de son époque. Puis le deuxième vient de sortir tout récemment. Qui n'est pas un gros succès malheureusement au box-office, mais écoute, ça valait que ça vaut la peine de voir le deuxième. Dans le fond, le premier, pour résumer vite, c'est quoi? C'est 4 personnes, dans le fond, qui prennent de l'héroïne et décident de se sevrer. Mais écoute, ça vire en couille, tout ça, mais il y a comme un message en arrière, puis il y a comme... C'est un peu... C'est bizarre comme film, tu te sens pas super bien à la fin de l'avoir écouté, puis tu sais, les personnages vont vraiment être élevés dans leurs réactions. J'en avais déjà entendu parler parce que le 2 il est sorti. Et entre autres, il y a un des 4 acteurs principaux qui fait Sherlock dans la série Elementary. Ah oui? Oui, excuse-moi, j'ai un blanc, c'est John Lee, un truc comme ça, j'ai oublié son nom. Ok. Mais il est connu pour faire Sherlock dans la série Elementary et ce film-là. Et il a changé son look pour le film et on le voit dans la série, dans les épisodes récents. Puis la série continue. Et son look est encore comme son look qu'il y avait dans le film. C'est une petite parenthèse à ton. Mais de toute façon, d'un, c'est très 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 bon. Il est en français sur Netflix. Ah, curieux. ok. Je l'ai écouté en anglais parce que c'était meilleur en anglais, ce film-là, je trouvais. Sinon, le deuxième film, j'ai écouté, c'est Vodé Bougon. J'ai écouté le film hier. Puis, dans le fond, j'avais le goût de le voir. Ça faisait longtemps que je voulais le voir. Et, tu sais, j'ai toujours aimé la série. Puis, je trouve tellement que François Havard et Jean-François Mercier sont d'excellents écrivains pour des séries. Ben oui. Et en général. Et je m'attendais nettement à mieux. Pour vrai? Ouais, j'étais un peu déçu. Qu'est-ce qui arrive, c'est que je te dirais les 40 premières minutes du film, tu te dis, ah man, ça va être un bon film. Sérieux, ça passe super bien, c'est vraiment bien dosé, l'humour est drôle et cinglant, comme les bougons, comme on s'attend à voir. Malheureusement, il y a des affaires qui marchent pas. D'un, le film devient trop sérieux pour ce qu'il veut être. Les personnages sont comme plus unidimensionnels que dans la série. Et malheureusement, pendant le tournage, Antoine Bertrand a fait un effractus. Et ça paraît, parce que pendant le film, à un moment donné, il y a une scène, puis je veux pas spoiler le film, il y a une scène, à un moment donné, Dolores, elle échappe des boules chinoises de Stanoun. Ok, c'est ça le gag. Et sa mère, elle dit, ah, mais tu vas, fais attention, il y a quelqu'un qui va se planter à elle. Puis c'est Antoine Bertrand qui se plante. Mais ce qui arrive, c'est que Monsieur Bougon, j'oublie malheureusement son nom du personnage, est devant le personnage d'Antoine Bertrand. Fait qu'Antoine Bertrand tombe en arrière, mais on le voit pas techniquement, genre. Ok. Puis ils font ça comme une couple de fois dans le film. Fait que là, ça paraît que c'est du montage. Puis la scène, à un moment donné, tu vois juste comme ses jambes puis sa main. Puis tu le sais qu'il a fait du voice acting en arrière pour que ça paraisse pas. Fait qu'il est là dans le film, mais justement dans quelques scènes clés. Ça doit être des scènes qui ont été tournées rapidement, puis bam, il a fait son effractus. Fait qu'il en a manqué, malheureusement. Fait que c'est ça pour voter Bougon. C'est correct, là, mais sans plus. Ok. Sinon, j'ai écouté Speed Racer. Hey, c'est quoi ça? C'est un
Comment je pourrais dire ça? C'est un Spy Kid avec des courses. Ouais, c'était les gars de la Matrix qui avaient fait ça. Ben là, maintenant, c'est rendu des dames, là. Mais c'est ça qui avait fait la Matrix. On en parle chez Seven ces temps-ci. Ouais, ils reviennent souvent, hein, les frères Chobosky ou... Frères, sœurs, bref. Ouais, en tout cas. Fait que c'est l'histoire, dans le fond, d'un petit gars qui a toujours rêvé de faire de la course et malheureusement, va se ramasser à être un meilleur, vouloir suivre les rênes de son frère qui est supposément mort. Écoute, c'est pas beau. Je sais pas si c'est voulu. Puis là, j'ai peur de me faire taper sur la tête en me disant, mais là, voyons, tu peux pas dire ça. En tout cas, visuellement, c'est peut-être voulu. Mais c'est vraiment bizarre parce que tu le vois que le film était tourné 100% derrière un green screen. Ça apparaît en crise, là. Mais on dirait que je suis comme ambivalent. On dirait que je le sens que c'est voulu, mais en même temps, je trouve que c'est ça a l'air cheap, là. Fait que, en tout cas, excusez si c'est voulu, là, mais j'ai la misère à le... J'ai pas aimé le film. C'est correct. Ça me dit quoi, je pense que je l'ai déjà vu à la TV, mais je suis pas très sûr, mais ça me dit quoi comme film? Sinon, je vais finir avec un film. Puis là, je t'ai dit, j'allais mettre du meilleur au pire. Mais ce film-là, je sais que c'est pas bon, mais j'ai eu du fun. Okay. C'est weird. C'est un film avec Jack Black, Jason Biggs de American Pie, et j'oublie le nom de l'autre acteur qui jouait dans Sarah. Il a fait plein de films. Là. C'est vraiment un acteur connu. Et dans le fond, le film se résume à Jason Biggs se marie avec une fille qui est super contrôlante. Puis, tu sais, dans le fond, c'est ça. Puis ses deux chums ne veulent pas qu'il soit avec. J'ai déjà vu ce film-là. Puis, je sais pas pourquoi. C'est tellement épais, mais tu sais, les scènes se tiennent pas entre eux. Les affaires arrivent trop vite. Tu sais, le gars vient de perdre sa femme dans le film. Elle est même pas morte, là. C'est pas un spoiler, ça. Puis, tombe en amour comme 2 jours plus tard avec une autre fille. Tu sais, il y a plein d'affaires comme ça. Mais, j'ai tellement ri. C'est tellement épais comme film. J'ai ri, là. Écoute, c'est vraiment drôle. Tout est over the top. Puis on dirait que ça faisait longtemps que j'avais le goût d'un film de même. Tu sais, films fin 90, début 2000, qui sont juste des comédies pour faire rire, sans prétention. J'ai eu du fun pareil. Ces comédies-là, c'est toujours bon. Je l'avais vu ce film-là, je l'avais trouvé drôle. Même si c'était un peu... l'histoire, elle laissait un peu perplexe. Je veux dire, elle était... inégale tout le long du film, mais l'humour était bonne. Moi, j'aime tout ce que Jack Black fait. C'est mon acteur préféré, Jack Black, et dans les comédies. Et j'aime ça le voir, mais dans ce film-là, c'est ça, c'était très drôle, mais comme tu dis, l'histoire, ça va un peu vite. Ça me laissait penser, quand on a critiqué dans des rôles où les actions vont une après l'autre très rapidement. C'est ça, tout s'enchaîne tellement vite que t'as pas le temps de vraiment digérer ce qui vient de se passer. Exactement, ça vient comme te donner mal au cœur. En tout cas, je comprends le feeling. Fait que toi, qu'est-ce que t'as vu cette semaine? Moi, j'ai vu... je vois toujours mes séries habituelles, mais j'en parle pas chaque semaine. Mais cette semaine, je veux parler de une que j'ai déjà parlé au début de notre émission, dans les premiers épisodes, que j'ai pas reparlé, qui est la série Elementary. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'émission, qui ne connaissent pas Elementary, ben en français c'est élémentaire. C'est une série qui adapte librement l'univers de Sherlock Holmes aux États-Unis, à New York, où Sherlock Holmes a décidé d'y aller pour suivre une cure de désintox. Et finalement, il reste pour faire des enquêtes. C'est considéré que c'est une ville remplie de crimes qui pour lui, c'est très intéressant. Et là, j'ai continué à écouter la saison 5, parce qu'on faisait 5 saisons. Et j'ai repris la saison cette semaine. J'avais arrêté depuis environ le retour de la série après la pause hivernale. Et je dois dire que sur cette série-là, on peut avoir l'impression qu'il y a des étirements, que ça se rallonge, qu'à un moment donné, il devrait clore l'histoire. Il trouve toujours un moyen de comme, relancer l'intrigue. Puis aussi, chaque enquête est vraiment spectaculaire à sa façon. Parce qu'on se demande toujours on a des éléments au début, puis on essaie de comprendre au fur et à mesure. Puis des fois, on n'arrive pas à faire les liens. Puis Sherlock Holmes fait les liens, puis on est comme, comment il a fait pour lier tel élément avec tel élément, ou comprendre telle chose et telle chose. Puis des fois, c'est juste, ça vient comme de mindfuck total. C'est vraiment fou comme série. Et en ce moment, j'aime beaucoup ça. Il y a aussi les tourneuses d'événements. Depuis le début de la saison, on a comme des événements qui s'enchaînent. Et on se dit, ok, c'est bien, tout ça. Et là, dans les derniers épisodes, il y a un retournement qui s'est fait. Qui là, ça déstabilise les personnages principaux. Et là, on se pose des questions. Je trouve que la série s'en sort bien, même après 5 saisons. Même si j'ai trouvé qu'à certains moments, il y avait des longueurs. Il y a combien de saisons au total? Il y en a 5 en ce moment. Ok. Et là, je trouve que quand même, ils ont réussi à remonter le ton. Je trouvais que les dernières saisons, la dernière était quand même intéressante, mais je trouvais qu'à un moment donné, il travaillait moins ses personnages principaux et plus c'est juste les enquêtes, un peu comme des séries comme CSI ou NCIS qui font juste
saison après Enchaîné. saison après saison. J'avais peur que j'ai peur que cette série-là tombe dans C'est un piège, là. ce piège-là. Et pour l'instant, il s'en sort quand même très bien. L'intrigue est bonne et elle reste toujours intéressante. Même si je trouve que la série s'intéresse de moins en moins au personnage de Sherlock Holmes et plus à d'autres personnages extérieurs. Ça, je trouve que c'est le bémol de la série, mais autre ça, la série est très bonne et j'ai hâte de voir chaque épisode, c'est vraiment bon comme intrigue. Ça, c'est la seule série que je voulais parler. Donc là, je vais parler de films. J'ai vu 2 films cette semaine. Mais qu'as-tu vu, Mathieu? Hey, tu es vraiment spontané. Ah oui, on Max. dirait de naturel. Écoute, tu devrais être acteur. Ah oui, je sais. J'ai vu un film au cinéma Oh, que un j'ai- film. Ok, non, que j'attendais avec impatience. Et j'ai vu un film avec des amis. C'est une des dernières nouveautés qui est sortie au Super Club. J'ai commencé avec le film que j'ai vu au cinéma. J'ai vu la suite de Goon, le premier film. Goon, Dernier des Durs à cuire, qui est le deuxième. Toujours réalisé par le même réalisateur canadien montréalais. J. Baruchel. Voilà. Tu avais réalisé le premier? Ouais, il avait réalisé le premier aussi. Ah, ok. Ouais, il joue aussi dedans. C'est un film, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un film qui, dans le fond, on suit un goon qui joue par un acteur qu'on voit beaucoup moins maintenant au cinéma, qui est un des acteurs principaux d'American Pie. Est-ce que tu te rappelles du nom de l'acteur? Sean William Scott. Sean William Scott, qui est un acteur qu'on voit beaucoup moins maintenant. Malheureusement. Ouais, Moi, je qui- l'aime beaucoup, là. Il était marquant dans la série American Pie et là il se démarque avec ces 2 films-là de Goon. Il fait un Goon. Un Goon, c'est quoi? Mais c'est un joueur de hockey qui est engagé pour se battre. Et un peu comme pour ceux qui suivent le hockey, Georges Larac à l'époque, qui était engagé pour le Canadien de Montréal comme Goon pour se battre contre d'autres joueurs, pour défendre son équipe. Et là, le premier film, c'est une comédie vraiment bonne, très drôle. Et là, il arrive avec un deuxième film, autant bourré d'humour. Ça suit les événements du premier film. On suit la vie du personnage principal qui maintenant est rendu père, que là il doit penser à sa vie de famille, tout ça, et que là, dès le début du film, il est forcé d'arrêter de jouer au hockey, ce qui le met très down, mais il se trouve un travail dans une compagnie d'assurance, et là il essaie de faire sa vie sans être dans le hockey, mais au final le hockey finit par rattraper parce que tu peux jamais quitter le hockey vraiment. Et là, il doit revenir aux sources. Là, il doit subir des épreuves pour retourner dans le hockey. C'est vraiment très drôle avec l'humour typique du premier film. Puis C'est vulgaire, trash. très vulgaire, très drôle. Aussi, ce que j'aime du film, c'est que c'est doublé au Québec, c'est comme beaucoup de films, mais c'est doublé à la façon québécoise, dans le sens qu'il y a des sacs. Ouais, c'est ça. C'est C'est vraiment. pas clean, là. Non, c'est ça, ils sacent souvent, c'est comme tabarnak, puis tout. Puis ils font beaucoup de références pour ceux qui aiment la culture du hockey ou la culture canadienne, américaine autour du sport. C'est vraiment beaucoup poussé là-dessus. Il y a des gags, dans le premier film, je me rappelle toujours, il y avait un gag, à un moment donné, le coach rentre dans. C'est pas un spoiler, il rentre dans les vestiaires, puis là, il est en colère, puis il dit là, il dit Chris, ici, on joue pas du Chris de baseball, les boys, là. Ok, ouais. Puis dans le deuxième, t'as le personnage principal qui est en train de s'entraîner avec un autre joueur, puis là, il est assis à côté d'un l'autre, puis lui, l'autre personnage, il dit au personnage principal, il dit tu sais, le hockey, c'est sérieux, hein, c'est pas comme du soccer. C'est baveux, en plus, là. Ouais, c'est ça, c'est ce genre d'humour-là qu'on a tout le long. C'est vraiment des gags comme ça, puis c'est vraiment bon. Je la recommande, c'est vraiment une bonne comédie. J'ai l'impression à dire si elle est moins bonne ou meilleure que le premier. Je dirais que l'humour est quand même assez égal. Même si je dirais que l'histoire du premier était vraiment originale, le deuxième, c'est juste une prolongation des événements. Oh, son talent en prolo. Oh, Jeu de mots. Hey, Et, vite de même, là. Le Canadien, tu dis en combien contre les Rangers? j'ai parié que c'était en 6. Pour le Canadien ou les Rangers? Le Canadien, évidemment. Ah, moi aussi, je dis Canadien en 6. Ouais, je le sens, je dis qu'ils vont un peu avoir de misère. Les Rangers, c'est une forte équipe. Mais ils ont gagné tous les matchs contre les Rangers pendant la saison. Ouais, ils sont chanceux, mais tu sais, les séries, c'est toujours différent. Ouais, c'est sûr. Parce qu'on n'est pas, c'est pas une histoire sur le sport. Non, mais j'aime, les Canadiens disent souvent que c'est une nouvelle saison, hein, les séries. Ouais. En tout cas, excuse-moi. On verra ce que ça donne, mais j'ai bien aimé. Je sais pas si vont décider de faire un Goon 3, mais la fin du deuxième film, Il laisse ouvrir. Genre. ben, ça laisse comme un. Ça a comme une morale. La fin de le film finit comme. Tu sais, c'est comme. Tu te regardes, t'es soulagé pour lui, là. Tu sais, je veux pas dire la scène, puis c'est émouvant, puis je veux pas spoiler, mais quand on voit la scène, c'est touchant, là. Je veux dire, je sais pas si on va faire une suite, mais ça finit très bien de même, là. Ils pourraient pas en faire. C'est ça exactement là. Ça se finit très bien, puis je veux dire, je pense que c'est le genre de film qui n'a pas besoin de tirer à la sauce, même si ce mot-là peut être répétable. Mais je pense que la job est faite, là, puis c'est un très bon film. Le deuxième film que j'ai vu, je l'ai découvert quasiment au même moment que je l'ai écouté. On cherchait, mes amis et moi, on cherchait un film à écouter, puis on aime beaucoup les comédies. On aime ça rire beaucoup. Alors on a regardé, et dans les nouveautés récentes des comédies au Super Club, il y avait Office Christmas Party. Qui est un film qui, dans le fond, comme l'on dit, c'est un party de Noël.
ce film de l'année passée, qui a quand même une grosse brochette d'acteurs, dont Jennifer Aniston, Jason Bateman, j'ai vu. Jason Bateman, voyons, ouais, c'est là que tu dis, excusez-moi, j'ai un blanc dans les noms, mais il y a plusieurs acteurs du casting de SNL qui sont dedans. C'est un film c'est une comédie très drôle. Et dans le fond, on suit le personnage principal qui est, tu l'as dit tantôt, l'acteur, qui... Jason Bateman. Exactement. Qui, dans le fond, dès le début de film, ils viennent de divorcer. Et là, lui, il est un des gérants d'une compagnie. Et là, il est à la veille de Noël, il doit gérer certains problèmes. Et la compagnie est à risque de fermer. Et lui, il doit trouver un moyen de sauver la compagnie en mettant de gérer sa vie personnelle. Et là, il va avoir l'idée de servir du party de Noël. C'est T.J. Miller. L'acteur que tu cherchais. Ah, voilà. T.J. Miller. Ouais, c'est ça. Ouais, T.J. Miller, voilà. Et il va chercher un moyen de sauver sa compagnie. Et il va servir du party de Noël. Pour faire ça, il va faire le plus gros party de Noël. Ça se passe à Chicago, de la ville à Noël. Puis là, au début, c'est censé juste être des employés, mais ça va vite perdre le contrôle. Un peu un film à la Hangover. Okay. Tu vas avoir des centaines de personnes qui vont aller dans le bureau. Puis c'est une tour à bureau. Puis ils sont comme... leur bureau est comme dans les derniers, puis tu vois, les lumières clignotent, il y a plein de monde. J'étais intrigué. C'est vraiment démentiel, c'est dans le genre des films comme Hangover que si tu perds le contrôle, c'est absurde, il y a beaucoup de vulgarité, des scènes comme genre des poursuites dans la ville, des gens drogués sous. C'est vraiment fou, puis à chaque fois, t'es comme, voyons comment ça peut être. Puis intense aussi, une des actrices principales est Olivia Munn, qu'on voit de plus en plus au cinéma. On l'a vu récemment dans le dernier X-Men, qui a aussi là-dedans. Elle fait un rôle qui me fait penser à un rôle qu'elle a déjà fait, qui est la série Newsroom, que j'avais écouté l'année passée, qui est une série qui suivait les nouvelles. Et elle faisait un rôle très similaire dans ce film-là qu'elle faisait dans la série. Elle faisait une experte informatique, tout ça. Et le film est très drôle. Et écoute, j'ai ri tout le long avec mes amis, on riait, c'était vraiment bon. Le film est un petit peu long à partir, mais dès qu'il embarque, c'est vraiment bon. Ça dérange. Une des actrices principales, c'est Jennifer Aniston. C'est une actrice que je trouve bonne, mais en même temps, tu sais, elle fait pas partie du genre vulgaire d'habitude, mais là, elle commence à se démarquer. On dirait qu'elle a bien un stade de célébrité comme au top, puis elle est tombée très vite. Fait que je me demande, elle accepte-tu un peu tout ce qu'elle peut accepter? Parce que c'est pas la première fois qu'elle joue avec Jason Bateman. Non, elle a fait les deux films Tuer mon boss, 1 et 2. Ouais, puis je pense qu'il donne son sperme. Jason Bateman donne son sperme à Jennifer Aniston sans qu'elle le sache, puis finalement elle tombe enceinte du petit. En tout cas, c'est. Ouais, parce qu'elle fait plus en plus des films de ce genre-là, puis c'est surprenant. Puis là-dedans, elle fait un rôle sérieux. C'est elle qui fait le côté sérieux du film, pendant une bonne partie du film, mais à certains moments, elle se relâche. Et elle est surprenante, même à un moment donné, je veux pas spoiler, mais il y a une scène de combat, puis c'est elle qui se bat. Okay. Puis genre, t'as regardes, t'es comme, voyons donc. T'es comme, voyons donc, c'est une scène surprenante. Puis vraiment, le film surprend tout le long et c'est vraiment un bon film. C'est pas nécessairement besoin d'écouter comme nous, on l'a pas écouté pour Noël, on l'a écouté là, et ça se prend très bien, là. C'est une comédie vraiment bonne, surprenante, que je sais, je répète surprenant souvent, mais c'est surprenant. Voilà, exactement. Et c'est le film que j'ai vu. Alors, ça vous attend, on va pas être d'actualité, on a beaucoup de stock cette semaine dans l'actualité. Si tu me permets, je vais commencer. Vas-y. Parce que j'ai quand même un gros morceau. Ma première nouvelle, je peux pas m'en empêcher, les super-héros, on en reparle chaque semaine. C'est un sujet récurrent. Ne pas en parler, on n'a rien à dire quasiment. Donc, j'ai décidé d'en parler encore une fois, parce que c'est toujours moi le rôle d'en parler. Comme ça, c'est moi qui passe pour le fan fini. Je verrai ça maintenant. Ouais. Et ma première nouvelle, c'est le réalisateur du nouveau film Spider-Man. Parce que oui, on a droit à un nouveau Spider-Man après pas Tom Holland, après les 2 sagas de Spider-Man qu'on a eu. Là, on va avoir une nouvelle saga de Spider-Man avec un autre acteur encore plus jeune. Donc, d'après moi, d'ici 10 ans, on va avoir un bébé comme Spider-Man. Si la moyenne continue. Ah ouais, John a maudit tante May, hein? Ah, écoute, arrête rendu jeune. Uncle Ben est un peu écœuré de se faire tirer dans le tasse-moi. Parlant d'Oncle Ben, les gens posaient de plus en plus de questions sur ce personnage-là parce que dans chaque saga, il était présent. Puis à chaque saga, il y avait la même scène que Oncle Ben se faisait. Il mourait, puis là, Peter Parker est comme non, je vais devenir super-héros, je vais faire la justice. Il devait Spider-Man. Et là, ils se sont dit, est-ce qu'ils vont encore la même scène pour encore répéter la même chose? Et ils ont dit non, on veut faire un film original. On veut pas répéter la même chose d'avant parce qu'on veut offrir quelque chose de nouveau dans l'univers de Marvel. Alors, oui, il existe Oncle Ben, mais la scène ne sera pas là, puis il va pas avoir un impact direct sur le personnage. Mm-hmm. Il va pas être influencé Spider-Man, donc ça a été pris assez mitigé par les fans. En même temps, là, une 3e fois, là. Écoute, là. J'espère que c'est la dernière reboot avant un méchant bot, là.
Ben, s'il pogne dans l'univers de Marvel, il va rester. Hein? Ça me surprend, ça va marcher. Ouais. Mais c'est ça, fait que c'est assez mitigé. Moi, je suis un peu sceptique dans le sens qu'il fait partie de la base du personnage. Sans Uncle Ben, il n'y a pas Spider-Man. Ils ont dit qu'ils mettaient pas l'idée de côté de l'utiliser dans des flashbacks plus tard. Mais actuellement, c'est pas nécessaire. Donc, si c'est le cas, c'est correct. Sinon, ben, ça me chicote un peu de ne pas en faire mention. Surtout qu'il a dit qu'il n'y avait pas un réel impact sur le personnage qui me chicote encore plus. Mais si c'est bien apprêté, bien amené, je peux l'accepter parce qu'ils veulent le revisiter. À un moment donné, il faut offrir quelque chose de nouveau. Après 2 sagas Spider-Man, il faut offrir du jus, quelque chose qu'on n'a pas encore utilisé. Donc, surtout que le méchant qu'on choisit, le vautour qu'on n'avait pas encore eu la chance de voir, qui était censé être prévu depuis longtemps, depuis la première trilogie. Oui, et que dans la dernière trilogie, il était censé être présent dans le dernier film et que finalement, il n'a pas eu lieu parce que Sony ont accepté de prêter Spider-Man gentiment. On est contents. Ils sont gentils, hein? Mais ils ont gardé Venom. Ils vont exploiter l'univers de Spider-Man qui sera même pas consensuel. Tu sais. Ouais, c'est ça. En tout cas. C'est ma première nouvelle. Ma deuxième, c'est. Il faut le dire, il y a de plus en plus de séries super-héroïques qui apparaissent à la TV. Et je tiens à faire mention que à la base, ça vient beaucoup du succès de Smallville, qui était pendant très longtemps pas mal la seule série super-héroïque qu'il y avait à la TV et qui a duré quand même 10 saisons. Il y a eu beaucoup de tentatives de séries en même temps, ils ont tous planté et à la fin de Smallville, ils ont commencé à créer des séries et là, ça a relancé le genre. Et là, on a droit à une nouvelle série qui a été annoncée, qui va sortir au courant de l'année prochaine. Là, c'est New Warrior, qui est une série basée sur 6 jeunes super-héros. Originalement, dans les comics, c'est 6 mutants qui vont être à la base responsables des événements de Civil War qu'on a pu voir dans les films. Et pour ceux qui connaissent ce comic, le fameux comic de Civil War, c'est eux qui vont déclencher les événements de Civil War et que, dans le fond, chacun a des pouvoirs particuliers et ils vont, à leur manière, vouloir faire la justice en allant dans la rue, en arrêtant les criminels. Pendant un certain temps, ils vont même se filmer en le faisant pour montrer au monde leur œuvre. C'est intéressant, ça montre un côté différent, une vision différente de l'univers des super-héros qu'on n'est pas habitué de voir. Ce qui est intéressant de la série, c'est que ça va être une série de 10 épisodes de 22 minutes. Donc, ils veulent changer le principe des séries d'une heure, chaque épisode. Là, ça va être des épisodes très courts. Je suis sceptique à savoir si ça va être une bonne chose. À date, le seul personnage confirmé pour la série, ça va être Squirrel Girl, la fille écureuil en français. Ça promet. Écoute, t'as sous-estimé, mais ce n'est plus puissant, X-Men. Ah ouais, ça se peut. Écoute, Elle fait partie des X-Men? Oui, elle fait partie des X-Men. Ah, ok. Ouais. C'est une des plus puissantes X-Men, c'est ça. Elle a battu des grands méchants de l'univers des X-Men. Ah, j'en doute pas, à coup de noix. À coup d'armée d'écureuils. C'est violent, des écureuils. Ah ouais, ça doit. En tout cas, ça pour dire, il y a peu d'informations de sortie, c'est ces informations-là. Je vais vous en faire part. Une autre information, j'ai vu ça tantôt en suspens, ça me surpris et je me demande si c'est une bonne ou une mauvaise chose. On en a parlé avant un peu de l'émission, je voulais tâter le pouls avec toi. Les organisateurs des Oscars ont déclaré que maintenant, pour la catégorie documentaire, ils n'accepteront plus les mini-séries et les séries documentaires pour les prix. Pour l'instant, il n'y a pas eu encore beaucoup de commentaires à ce sujet, mais ça commence déjà à être vivement critiqué, surtout par le gagnant des Oscars de cette année pour le documentaire. C'était une mini-série. Qui était vraiment acclamé par le public. Et là, lui trouve ça dommage que ça soit plus accepté parce qu'il y a de plus en plus de documentaires qui sont faits en série ou en mini-série pour permettre aux gens de suivre ça et avoir un meilleur contenu. Je sais pas, toi, qu'est-ce que tu en penses, si c'est une bonne ou une mauvaise chose? Je t'ai beaucoup dépourvu, hein? Ben, écoute, j'ai pas tant d'opinion. Je pense que ce qui arrive, c'est que c'est tellement des vieux organisateurs qui s'occupent des Oscars. C'est toutes des têtes blanches qui, malheureusement, sont assez enfermés dans leur cercueil. Vouloir tout changer. Tu sais, je pense qu'ils devraient se concentrer plus sur d'autres choses. Je pense que, écoute, ça a sa place. Et de toute façon, il n'en coûte pas des millions des documentaires, de toute façon. Ouais. Puis je pense que, tu sais, il y a souvent le reproche qu'il y a beaucoup trop de blancs aux Oscars. Ouais. Pourquoi pas se concentrer sur ça puis peut-être essayer de faire des efforts dans la variété au lieu de s'occuper de juste couper des nominations. En tout cas. Je suis très avec toi. C'est pas le sujet le plus important à régler pour les Oscars. Ben, je pense qu'il y a d'autres choses avant ça. Non, mais ça fait penser, si je peux faire une parenthèse, aux Jeux Olympiques, que les organisateurs se concentrent plus sur le fait de trouver une nouvelle discipline que de régler les problèmes raciaux et tout ça autour des Jeux Olympiques. Et ils font juste s'occuper des petits problèmes et non des gros. J'ai comme l'impression qu'ils ont tendance à faire ça.
En tout cas, c'est mon petit débat que je voulais faire à ce sujet. Il y a une actrice, une autre nouvelle à l'univers super-héroïque, il y a une actrice qui va rejoindre l'univers de Marvel. Ouais. Plus précisément, la série Jessica Jones, la saison 2. C'est l'actrice Janet McTeer. McTeer, ouais. McTeer, elle est un peu dure à prononcer. McTeer. Qui était nominée aux Oscars une Ouais, fois. elle a été nominée aux Oscars, c'est pas une petite actrice, c'est quand même très bonne. Et là, son rôle n'est pas confirmé. Il dit juste que ça va avoir un grand impact sur Jessica Jones. Moi, je suppose peut-être un membre de la famille ou quelqu'un Ouais, de proche. probablement. Pour avoir autant d'impact, j'imagine, parce que vu qu'elle a vécu un traumatisme, le personnage, j'imagine que... Puis l'actrice c'est pas jeune. Fait que tu peux pas dire, c'était une de ses chums Ouais, dans le c'est passé. Non. Il y a une bonne différence d'âge entre les deux, donc... Je suis curieux. Ouais, moi aussi, je suis curieux. C'est dommage qu'ils n'ont pas donné plus d'informations. J'aurais voulu savoir vraiment c'est qui, mais ils aiment ça, laisser le mystère. Ils ont aussi dit que dès que le tournage de Defender finissait, ils commençaient le tournage de Jessica Jones 2. Ben, il est commencé, là. Il commençait là? Il est commencé. Ok, donc il est commencé, donc il enchaîne série par série. C'est comme Mission Impossible, je savais jamais réalisé, mais le tournage est déjà commencé. Ah, ok, shit. Je sais. Toi non plus, tu le savais pas, hein? J'ai vu ça passer Ça- aujourd'hui, j'ai fait, ah ouais, il est en tournage déjà. Ça va vite, ça va Ben, tu vite. sais, il n'annonce pas nécessairement, hein, fait que... Non, ouais. En tout cas, ma dernière nouvelle, c'est au sujet d'un nouveau film qui est annoncé, un film basé sur des faits historiques. Moi, j'aime beaucoup les films historiques, peu importe leurs époques, même si des fois il y en a qui sont un peu ambigus, ou des fois qu'ils en font plusieurs sur le même sujet, un peu comme Steve Jobs récemment, ils en ont fait 2. Là, il va faire un film sur Dick Cheney. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'ancien vice-président des États-Unis pendant les 2 mandats de George W. Bush, le très connu mondialement président des États-Unis. Le meilleur. Ah, écoute, je sais que tu le vénérais. Et, Il était quand même moins épais que le... En tout cas. ouais, mais on parle pas de politique ici. Et dans le fond, ils ont juste choisi l'acteur principal pour incarner cette personne. Ça va être par Christian Bale, l'ancien Batman de la trilogie de Nolan. Il va être aussi avec Steve Carell, un acteur qui fait de plus en plus de contre-rôles. Ouais. Il est rendu vraiment bon là-dedans. Il avait fait The Big Shot, il avait fait aussi le film avec les deux, avec Channing Tatum, c'est comme des entraîneurs. Oui, Ouais, il puis était très sérieux là-dedans. Très bon là-dedans, là, Oui, aussi. oui, c'était un très bon film. Puis il va aussi être, il va être une actrice principale qui va être jouée par Amy Adams, qui va faire sa femme, si j'ai bien compris. Elle est rendue partout, hein. Elle aussi, c'est une des actrices les plus C'est en enfin, on vogue. retrouve Christian Bell. Parce Ouais. qu'Arnaque américaine, ils l'ont fait ensemble. C'est vrai, c'est très vrai. Ils ont fait c'est un très bon film en tant qu'américaine. Mhm. Et donc, il y a beaucoup d'informations qui sont sorties. Ils veulent juste relater les événements du vice-président pendant l'époque où il était vice-président. Donc, c'est un film un peu style un peu comme Steve Jobs ou le créateur de Facebook, Mark Zuckerberg, revoir les éléments d'une personne connue qui a à sa façon façonné l'univers actuel. Surtout l'univers politique américain de Ouais. cette époque-là, tu sais. Donc, Parce qu'il était là pendant le 11 septembre. là. Ouais, c'est ça exactement. Donc, il est un des personnages marquants de ces événements-là. Ils n'ont pas sorti exactement toutes les informations, mais c'est quand même intriguant. Tant qu'à faire un film sur lui, j'aurais pensé d'abord faire un film sur George Mais il y W. en a Bush. déjà un, avec Josh Brolin. Ah oui? Ouais, ça s'appelait juste W, mais c'est vraiment vrai. Ok. Il retrace tout son passé alcoolique parce que c'était un alcoolique Ouais. cowboy, il avait, là. Puis il touche à ça. C'est vrai que c'était pas débile, par exemple, là. Ah. Ouais. Ah, je savais pas qu'il y avait fait un film sur lui. Mais, écoute, Mais c'est parce qu'il est sorti comme quasiment comme 2 ans après qu'il soit plus président, là. Ça s'est fait vraiment vite. Ok. Ça m'intrigue, mais je sais pas. Mais bref, je vais te laisser aller. T'as des nouvelles assez particulières. à Ouais, annoncer. j'en ai pas beaucoup, mais à défaut, j'ai quelque chose d'original. Puis, un fun fact, je vais parler de Fast and Furious 9, et non les... Oui, non, c'est ça, on est rendu à 9. Puis, c'est ça, Fast and Furious 8, c'est la première fois qu'un film américain va tourner à Cuba. Hein. Le tournage a été Oh. fait pour la première fois à Cuba. C'est la première fois depuis, je pense que c'est jamais arrivé avant. Aïe, Depuis aïe. que moi avait fait comme la peste avec les Cubains, ben c'était la première fois que ça arrivait. Fait que c'est quand même quelque chose qui est bon à mentionner. Ok, Fast and Furious, on sait déjà qu'il y en a un 9 et un 10 en préparation. Ça a été annoncé, Vin Diesel l'a pas caché. Il a signé un contrat, puis il l'a dit publiquement, oui, je fais le 8, le 9 et le 10, c'est la dernière fois après. On verra bien, là. Mais, J'en prévois 20. ouais, c'est ça. Hey, date, ils vont pousser ça là, jusqu'à l'extrême. Avec des spin-offs, check bien ça. Puis dans le fond, c'est Fast and Furious dans l'espace. Là, Quoi? vous dites, what the fucking fuck? Mais écoute, c'est la seule place qu'on peut être encore, là. Remarquant. Mais dans le fond, en entrevue, il y a quelqu'un qui a demandé, pensez-vous que Fast and Furious pourrait m'amener dans l'espace? Il a dit, j'espère que ça arrivera jamais. Et qu'il veut pas se rendre là. Mais il a dit que si il y a quelqu'un qui arrive avec un pitch vraiment intéressant, puis qui dit, ouais, faut aller dans l'espace, il est down.
Hey man, disais que le premier Fast and Furious, ça se passait avec Paul Walker qui essayait de chercher un escroc de DVD, puis finalement il s'infiltre dans. En tout cas, ça a viré là, wow! Mais écoute, je trouve que c'est le meilleur depuis ce temps-là, fait que. Ouais, ben, ouais, ça devient meilleur qu'avant. Mais dans l'espace, écoute, c'est n'importe quoi. Mais ça, avoir The Rock qui tire de la grosse mitraillette dans l'espace. Ben oui. Ah, ça serait malade pour vrai. Avec les chars qui sautent dans l'espace. Ah, sky is the limit, comme ils disent, mais là, Ouais. ça va être universe is the limit. En tout cas, un coup parti, le 10e va le faire sous la lune. Peut-être, Écoute. peut-être. Sinon, ma deuxième nouvelle, c'est deux nouvelles en fait qui relient l'univers de Star Wars. Une qui me fait plaisir, Carrie Fisher va être dans l'épisode 8, parce que dans le fond, il fallait qu'il discute avec la famille, les autorisations. Ouais. Je vais finir par la voir. Et dans le fond, c'est confirmé, elle va être bel et bien dans le 8. J'imagine que ça va être probablement sa dernière présence, c'est qui est vraiment de valeur. Quoi qu'ils vont être capables de la refaire probablement en animation comme ils ont fait dans Rogue One. Moi, je suis content. Pour vrai, Carrie Fisher est un emblème de la femme et un personnage important de l'univers de Star Wars. Juste à prendre, tu dis le 8, mais elle va être présente dans le 9. C'est ça qui est confirmé. Ça va être dans le 9, t'es sûr? Dans la nouvelle, c'était indiqué qu'elle va être en réel dans le 8, les scènes sont tournées. Et dans le 9, on prend des scènes. Ah oui, excuse-moi, je m'appelle avec. Je voyais que t'allais pas. Oui, bon non, endroit, non, fait c'est que la je 9, c'est la 9, c'est la 9. Voilà. Je m'excuse. Sinon, ma dernière nouvelle, j'ai vraiment pas grand chose cette semaine. Star Wars The Last Jedi va être annoncé officiellement au Star Wars Celebration. Le Star Wars Celebration se passe entre le 13 au 16 avril. On va avoir le droit à des premières images. On va avoir le droit à première bande-annonce, probablement un teaser de genre 30 secondes, là, évidemment. Et on sait aussi que Mark Hamill et Daisy Ridley, qui l'actrice qui Oui. incarne Rey, vont passer en entrevue à une émission matinale aux États-Unis. Et des rumeurs disent qu'on va avoir droit à quelques images et peut-être à des petits. Peut-être des petits affaires croustillants. Là. J'ai hâte de voir les premières images. Ouais, moi aussi, je l'attends beaucoup. Tu sais, je savais que le set il était pas parfait, mais je trouve que ça va amener un pied important. Là. Nice. Sinon, c'est pas mal ça pour mes nouvelles cette semaine. Ben, parfait. Sans plus attendre, on va entrer dans le hors-sujet. Ouais, tu veux y aller encore premier? Ok, d'accord. J'ai pu jouer à deux jeux cette semaine. Un que j'avais déjà parlé, que je veux en parler un peu, et un autre que j'ai pu tester. Dans le fond, la semaine passée, j'avais parlé de Killing Floor 2, que j'avais brièvement touché. J'ai pu vraiment plus y jouer. J'ai joué avec un ami pour tester le jeu. Je connaissais pas cette série-là. Il y avait eu un premier avant qui avait été très apprécié, tout ça. Et j'ai testé deux. C'est un jeu vraiment le fun. C'est un jeu, dans le fond, qui se passe dans un univers post-apocalyptique où en Europe, il y a des zombies partout et on fait partie des survivants. On a le choix entre plusieurs classes qui ont leurs propres compétences, leurs propres armes. Et le principe, c'est qu'à chaque partie, on commence à zéro, on a nos armes de base et au fur et à mesure, on ramasse de l'argent et on peut s'acheter l'équipement, s'améliorer et on a des compétences, tout ça. Et c'est vraiment le fun. Ce que je voulais parler surtout, c'était que à chaque fin de. Parce qu'on peut choisir le nombre de manches qu'on veut faire. Et quand on arrive à un certain nombre de manches, il y a des boss. Et actuellement, il y a juste 2 boss qui existent dans le jeu. Ils vont en ajouter un 3e bientôt. Ce qui est fun de ce jeu, je veux le préciser, c'est qu'il y a beaucoup de contenu gratuit. Des armes, des boss et aussi des maps. Donc, il y a beaucoup de contenu gratuit. J'aime beaucoup ça. Par contre, il y a un côté pas pay to win, mais esthétique. Et il faut que tu peux dropper des packs. Ça, c'est le fun. Mais le problème, c'est qu'ils sont verrouillés. Donc, tu dois acheter des clés qui coûtent 4 pièces la clé pour ouvrir ton verre. Les normes de jeu en ligne, ça vient tout vers ça. Là. Mais je trouve ça irritant un peu. Mais tu peux quand même décomposer des packs par des fragments, puis après faire ton propre pack que tu peux ouvrir. Pour ça, mais sinon, c'est gossant. Surtout que la drop est très limitée à ce jeu-là. Mais outre le fait, c'est qu'il y a beaucoup de contenu gratuit pour compenser. Et mon point que je le dis, c'est que, comme je dis, il y a 2 boss, il y a un 3e qui s'en vient. Et autant que les vagues offrent un challenge intéressant, même très difficile, moi je joue à normal, qui est la première difficulté. Il y a 4 difficultés. Et les derniers s'en va en enfer, je pense que c'est le nom de la difficulté. Et avec mon ami, on a déjà de la misère à normal. Et on commence à réussir à se débrouiller à faire les vagues. Mais quand on arrive au boss, c'est comme un tout autre niveau. Les boss sont un niveau vraiment démentiel, incontrôlable. Autant que les vagues sont un challenge, qu'on réussit finalement à gérer ça, les boss sont ridiculement déséquilibrés. Il y en a 2, il y en a un, c'est genre un docteur quelque chose qui est genre allemand, que lui, il est pas si pire à affronter, parce qu'il gère bien, il est pas trop compliqué, puis t'en as un autre, c'est une espèce de zombie géant à forme d'Hulk, avec un bras machine gun, qui peut se rendre invisible, puis il a genre des tentacules, qui est comme pas tuable, puis à chaque fois qu'il s'enfuit, il peut se soigner. Il s'appelle le Patriarche, il est vraiment dur à tuer, c'est difficile.
Le jeu, il offre beaucoup un bon challenge, mais ça devient frustrant de jamais pouvoir finir les games parce qu'à chaque fin de game, il y a un boss. Puis le 3/4 du temps, on finit par se faire buter par le calice de boss. Qui est pas tuable, dans le Puis fond. écoute, ça fait 2 jours que je joue quand même intense avec un de mes amis. Et en 2 jours, on a réussi à battre une fois le patriarche. Puis on était joué en ligne avec d'autres joueurs. Puis on l'a eu parce qu'on était à une map, puis il était pris dans un coin, puis il pouvait pas s'enfuir. C'est ça le moyen qu'on a réussi à le battre à date. Wow. Sinon, on n'arrive pas à le battre ce boss. L'autre, on y arrive de temps en temps, mais celui-ci, asti qui est pas équilibré. C'est vraiment frustrant parce que les récompenses, t'en as juste quand tu gagnes une game. Ok. Mais tu as de l'XP pareil, t'en as moins, mais tu gagnes de l'XP. Mais les récompenses, c'est juste quand tu gagnes des matchs. Mais c'est frustrant parce que les boss sont tough. Donc c'est mon point négatif que je dis sur ce jeu-là qui est vraiment frustrant pour ça. Mais sinon, le gameplay est vraiment le fun. C'est dynamique, on peut jusqu'à 6. C'est vraiment le fun. Puis il y a des classes complémentaires. T'as un soutien qui est comme le tank, t'as un médecin qui soigne. Moi, j'aime beaucoup jouer le démolisseur. Lui, il joue avec les roquettes, les lance-grenades. T'as le flambeur, lui, c'est lance-flamme, tout ça, ainsi de suite. T'as le flingueur, ce pistolet, tireur d'élite, fusil de précision, le gars de SWAT. Genre lui, il est comme mitraillette, furtivité, tout ça. Il y a vraiment beaucoup de classes, puis il y en a beaucoup plus que le premier. C'est ça qui était apprécié, qui a fait qu'il était beaucoup apprécié. Donc c'est vraiment mon bémol, c'est les boss à date, là. C'est ce qui me gosse le plus du jeu. Mon deuxième jeu, c'est un jeu que j'ai pu tester parce que mon ami l'a loué. Il m'a permis de le laisser. C'est une des nouveautés les plus récentes sur PlayStation 4. Horizon Zero Dawn. Un jeu que j'avais regardé du coin de l'œil, j'ai regardé par l'annonce, les images, j'étais comme intéressant, univers unique, ok, ça ressemble à Zelda, je trouve ça intéressant et je l'ai testé. Je me suis pas rendu très très loin, j'ai joué 5-6 heures, peut-être 4-5 heures, je sais à mon rythme. C'est le genre de jeu qui est long. Ouais, Tu sais, c'est ça a très l'air long. 4-5 heures, tu dis, c'est pas beaucoup, mais oui, ce jeu-là, c'est rien. Là. Puis il y a beaucoup de narration, là, Ouais, au c'est début surtout. Là. Mais très intéressant. Ouais, très intéressant. Et dans le fond, pour ceux qui ne connaissent pas, ça se passe dans un univers futuriste ou Post-apo, là. post-apocalyptique futuriste où que, dans le fond, les gens sont venus à l'époque de l'histoire. Dans le fond, c'est comme si la nature avait repris ses droits. Ouais, c'est ça. Mais que les robots étaient toujours présents. Exactement. Donc, on a un mélange de technologie et de arc, flèche, tout ça. Et dans le fond, on suit une paria qui est une femme qui, dans le fond, essaie de retrouver l'origine de elle, d'où qu'elle vient, tout ça. Et elle doit survivre dans ce monde ouvert que il y a autant du côté des humains qui veulent essayer de la tuer, autant qu'il y a des créatures comme des dinosaures électriques. Parce que le jeu, il est pas toujours facile. Là. Non, il y a un bon challenge. Et un univers ouvert, vaste. La map est immense. Ah ouais. Elle est très longue à se déplacer. Il y a beaucoup de contenu. Il parle déjà d'un deuxième en plus, hein? Ah, j'étais pas au courant. Ouais, ça sort aujourd'hui. Ah, ok, c'est pour ça que je l'ai pas vu. Écoute, le gameplay est nice. Les combats sont le fun. Il demande beaucoup de dynamique. On peut pas tout le temps foncer. Il faut utiliser beaucoup de furtivité, varier les armes, essayer des pièges. L'histoire aussi, au début, on comprend pas. On suit. On suit un vieil homme qui a un enfant avec lui qui se promène, qui parle. T'es comme, ok, dis-le, faut qu'on aille te bénir, tout ça. Il marche dans la neige, il t'explique les choses de la vie. Il se rend jusqu'à une place, puis il y a une prêtresse qui le bénit. Puis là, il y a comme un saut dans le temps, t'es rendu la petite fille qui est dans un champ. Puis elle se fait rejeter par les autres, puis elle s'enfuit. Puis là, c'est que ça commence. Là, tu commences à découvrir. Tu tombes dans une grotte, là, tu tombes dans une ancienne base de technologie. Puis là, tu commences à te promener là-dedans, tu découvres un peu le passé tranquillement. T'effleures un peu l'histoire. Ça fait comprendre qu'il y avait un monde avant qui s'est écroulé, puis qu'il reste des vestiges, puis qu'ils ont fait de quoi qui a fait en sorte que ça a fait une apocalypse. Et là, t'es comme ok, puis là, tu comprends pas, là, tu sais à t'en aller de là. Puis là, il y a comme deux histoires parallèles. T'as l'histoire de cette fille-là, t'as l'histoire aussi pour comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Là? Ouais, parce qu'il arrête pas de dire avant, ben c'était l'âge de métal, là, c'était un âge sombre, chaotique, puis là, l'histoire est comme. Là, en ce moment, c'est comme plus paisible, nature, tout ça. Vraiment, puis écoute, la beauté, le graphisme, ce jeu-là est magnifique. Ouais, ouais. Tu as toujours sur ta PS4 Pro en plus? Oui. Ah ouais. Ça a l'air qu'il était une petite coche au-dessus. Oui, ben là. j'avais regardé le test du jeu, il disait qu'il valait vraiment la peine sur PS4 Pro parce qu'il avait relevé le graphique. Écoute, c'est un vraiment bon jeu. Je trouve ça dommage de juste l'avoir effleuré, mais ils vont probablement me l'acheter quand il va être à bas prix. Ben, il va sûrement descendre dans pas long. C'est le genre de jeu que malheureusement il reste pas cher longtemps. Ouais. Mais même s'il y a des ventes assez incroyables. Là. C'est Ouais. le plus gros lancement de nouvelle IP pour PlayStation. Même si au moment de sa sortie, il avait été critiqué parce qu'il sortait en même temps que Zelda, disant que c'était des... Ben, ils se ressemblent, c'est ça qu'il y a. Ouais. Mais bref, c'était les deux jeux que j'ai joués. Ben, à ton tour, comme dans chaque semaine, tu as sûrement beaucoup de jeux à nous parler. Oui, puis non. Dans le fond, je vais continuer un peu sur Rise of the Tomb Raider que j'ai commencé la semaine passée. Je l'ai pratiquement fini, il me reste vraiment pas grand chose. Écoute, je vais juste pas me répéter, mais fuck que c'est bon là. Ah, il est vraiment, vraiment bon. J'ai du fun bout à bout.
L'histoire est accrochante, c'est bien plus est supérieur au premier. Côté scénario, c'est varié. Il y a tellement de choses à faire. Tu peux le faire le corridor puis suivre l'histoire, mais tu passes à côté de plein de choses. C'est super le fun. C'est ça que j'adore. Écoute, Lara elle était intelligente là-dedans. Elle se fait pas placer les pieds. Puis, il y a un homme qui est en prison. Puis je veux pas spoiler puis dire qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Mais elle dit j'ai pas besoin de toi. Le gars est comme, ouais, mais non, t'as besoin. Non, j'ai pas besoin de toi. Je suis capable de me débrouiller bien tout seul. T'sais, ça prouve qu'on est rendu dans une mentalité qui change. J'apprécie. En tout cas, je vous le recommande chaudement. Là, je l'ai payé 70 avec tous les DLC. Puis écoute, j'ai fait un DLC, puis le DLC m'a pris comme 3 heures. Là. Aïe, aïe. Puis je pense qu'il m'en reste encore 4 à faire. Là. En tout cas, vraiment bon. Deuxième jeu, c'est sorti sur le PlayStation Plus, c'est Drawn to Death. Oui, tu m'en avais parlé. Un jeu que j'étais agréablement surpris. Je sais qu'il se fait malheureusement mijoté à gauche et à droite sur les critiques, mais moi j'aime le jeu. Malheureusement, il est très vide. C'est un shooter à la troisième personne qui se passe. Dans le fond, le concept il est vraiment intéressant. Dans le fond, c'est comme si toi t'avais un cahier, puis t'avais dessiné dedans, puis t'avais créé des bonhommes. Puis ces bonhommes-là ont l'allure de papier, mais en plus, ils ont des. Écoute, c'est super over the top. Malheureusement, il y a comme, je pense, 5 maps. Il y a quelque chose comme 5 bonhommes. Puis il y a genre 2 modes de jeu. Moi, j'avais compris qu'on peut customiser puis tout. Là. Oui, c'est ça. Puis ça marche sur le même principe que ton Killing Floor, Rambo, For Honor. Il faut des clés pour ouvrir les coffres. Et quand tu as des coffres, tu as des chances d'avoir des coffres de loot. Avec des costumes spéciaux, des animations spéciales. Écoute, c'est la mode, là, les coffres. Là, c'est ça qui roule les jeux actuellement. Ouais. Mais j'ai compris que les nouvelles maps vont être gratuites. Puis les nouveaux bonhommes aussi. Ah. Fait tant mieux, c'est juste l'esthétique dans le fond qui prend. Ce qui m'intriguait comme jeu. Là. Mais c'est bien, j'ai joué à 2 puis on a eu du fun. Sinon, le troisième jeu, puis ça va être le dernier, c'est Dark Souls 3. J'ai acheté le Season Pass. Écoute, à 25$, c'est très rentable comme Season Pass. Wow. Mais fuck. C'est excessivement très dur. Donc, t'as pas aimé. J'ai adoré. J'ai eu du fun. Il faut être en quelque part un peu masochiste pour ce jeu-là. Écoute, c'est incroyable. Je veux pas spoiler les mondes. Je vais mettons, résumer un peu le premier. C'est comme une ville un peu comme on peut voir dans Inception, qui est comme tortillée sur elle-même, qui comme. Tu vas avoir des côtes avec les maisons qui vont comme se plier sur eux-mêmes. Et tu as des cendres partout. Et c'est esthétiquement et visuellement, c'est incroyable. C'est wow. Il y a un travail en arrière au niveau du design qui est malade mental. Et je te dirais que ce qui m'avait déçu du premier DLC, c'est qu'il était très court. Là, c'était pas le cas. Et de 2, il y a le double de boss du premier DLC. On est rendu avec 4 boss au lieu de 2. Et il y en a un qui est le boss qui est spécial, c'est que c'est un joueur. Ouais. Mais tabarouette, des fois tu vas en pogner un qui est vraiment mauvais, tu vas en avoir un autre qui est machine comme ça se peut pas. On s'est fait clencher contre un gars qui avait rien. Pas de linge, pas de costume, pas d'épée, pas rien. Il nous a battu avec ses pouvoirs, c'est tout. Aïe. Puis il nous a sacré une volée à 2. On l'a fait à 2 ce boss-là. Là. Shit, man. Mais écoute, c'est super bien fait. Puis il y a un boss que c'est un dragon. Dude. Et je suis pas capable de le battre. J'ai pas encore battu, là. J'ai pratiquement fini le DLC, mais... C'est ça Dark Souls, hein. C'est un des plus durs de la franchise. Tu travailles ta patience et ta pression, là, je veux dire. Mais pour ce DLC-là, pour ce qu'il donne, wow, sérieusement, 25$ pour les 2 DLC, sauter là-dessus, c'est l'équivalent d'avoir, mettons, un 0.5 Dark Souls. Là. Aïe. C'est vraiment bien. Sinon, moi, c'est tout ce que j'ai à parler de côté jeu vidéo, puis j'ai rien d'autre. Ok, parfait. C'était quand même plus long que ce que tu disais, mais c'est bien. Écoute, t'as jasé 1 heure, là. Ah, ouais. Bref, on va aller dans la zone du cinéma sans plus attendre. Bienvenue dans la zone cinéma. Alors, une maison de cinéma, la semaine passée, on n'en avait pas fait parce que j'étais occupé à cause de mon déménagement. Déménagement, la capitale. Okay, vas-y. Est-ce que juste le 3707 Non, le c'est pas la même compagnie. Non, on mélange deux compagnies. Bref, ça pour dire que là, cette semaine,
Je disais, il y a une nouvelle que sûrement vous avez sûrement vu aujourd'hui, qu'on n'a pas encore parlé, et je vais en parler là. C'est la première annonce de Thor 3, Thor Ragnarok. Yeah, bébé. Très attendu, très attendu. Encore plus, là. C'est considéré comme un des films qui va être considéré comme un des meilleurs films de Marvel qui devrait sortir dans tous ceux qu'on fait, avec le contenu qu'il va offrir. Beaucoup de gens ont hâte, surtout que ça va être un film qui va donner plus d'espace à Hulk, qui est quand même relativement présent, mais peu présent à la fois, parce que les réalisateurs de Marvel ont peur de se servir de Hulk. Donc, Tout le monde a peur de Hulk. c'est ça, exactement. C'est plus à cause des films mauvais qu'il a fait. Mais là, on a le droit à la nouvelle bande-annonce, la première bande-annonce, et là, on a vu beaucoup de contenu qui avait été tranquillement mijoté avec certaines images, certaines phrases du réalisateur. Là, on les voit en visuel. Et je m'attendais sur le premier élément qui m'a frappé. Ses cheveux. Non, ça c'est le troisième élément. Ah, ok, excuse. Le premier élément, c'est une des premières scènes de bande-annonce où on voit Thor se faire péter son marteau devant lui. Oui, hein, elle fait juste exploser dans la rue, là. Il comme son face à face, c'est genre. Cette scène-là me met 2 points. Premièrement, c'est qu'il va y avoir des scènes qui vont être tournées sur Terre. Parce que comme C'est vrai, c'est vrai. Il y a une ruelle, donc il va se mettre sur Terre. Parce qu'à la fin de Thor 2, il est sur Terre, donc logiquement. J'imagine qu'il cherche. Hey, il se passait-tu quelque chose pendant Civil War ou. Ah, c'est ça. Ben, si t'as vu le film, pas le film, Le teaser, là. Ouais, Team Thor, là. Ouais. Là, il est en Australie, relax avec Hulk, là. Bref, ça c'était très surprenant. Dans la même scène, on voit en action la méchante du film, qui est la déesse de la mort, Ella. Ella. Est-tu confirmé que c'est vraiment la déesse de la mort? C'est la femme à Thanos ou sa fille, je suis plus sûr. Non, là tu te mélanges. Non, elle a un lien. Elle a un lien avec Thanos, plus ça, je suis sûr. Ça se peut, mais j'ai pas vu ce lien-là. Mais elle fait la déesse de la mort, qui joue par une actrice vraiment. Écoute, c'est une très bonne actrice, Cate Blanchett, qui. Là, ici, elle est maquillée, tout ça, on la. On la reconnaît pas, On là. la reconnaît pas, elle a vraiment un look surprenant. Et je dirais ce qui me chicotait du personnage, c'est qu'elle est censée avoir un casque. Et, Thor aussi, puis. mais là, il a son casque. Thor. Oui, on y Ouais. arrivait, là. Mais là, elle a pas son casque. Et là, c'est ça, je me suis pas trouvé son nom, déesse de la mort. Et présent dans beaucoup de comics, il y a beaucoup de références. Je pense entre autres à la série Avenger qu'il avait faite il y a quelques années, où qu'à un moment donné, voyons, Captain Ghost se trouve piégé en enfer et il doit changer son âme à Ella pour retourner sur Terre. Et ça a créé plein de marde. Puis là, c'est là qu'on voit aussi Elle crée plein de marde. Ah, t'as raison. Puis c'est là que tu vois vraiment la puissance. Puis Ella a fait beaucoup penser à Loki. Ils ont beaucoup de similitudes dans leur caractère, dans leur façon d'agir, dans leur puissance. Mon point que j'en ai, c'est ici, on a une première image de Loki. L'acteur a dit qu'il n'était pas sûr qu'il allait revenir. Et là, on a une preuve. Il est pas. Parce que dans le dernier film, c'est pas. Skipper ce bout-là, si vous ne pas ça spoiler, c'est un peu Thor 2. Mais dans Thor 2, à la fin, Loki prend la place d'Odin, son père. Et là, donc, dans ce film-là, on le voit Loki, mais il n'est pas en forme d'Odin. C'est vraiment Loki qui est là. Donc, souvent qui a été dévolé. Ça doit avoir un lien avec la scène post-générique de Doctor Strange, où que Thor va le voir, puis dit j'ai besoin de ton aide pour trouver mon père. Parce que Doctor Strange est censé être dans ce film-là, Oui, right? il est censé faire une apparence dans ce film-là. Donc, on voit Loki, on voit Chris Rien, il est debout, il a l'air de vouloir se C'est battre. pour ça qu'il est sur Terre. Ah! Hein? Bon lit, parce qu'il est sur Terre dans le film. J'ai remarqué aussi Loki, la scène qu'on le voit, on le voit avec ses armes de base, parce que dans le premier film, Loki, dans la première scène de combat qu'il fait, il se bat avec 2 dagues. Mhm. Et là, on voit qu'il a récupéré ses 2 dagues, parce qu'il n'a plus son sceptre que Thanos y avait offert. Fait qu'il est retourné aux 2 dagues. J'ai trouvé ça intéressant de revenir à l'origine du personnage. Autre élément, on voit la Valkyrie, qui est la nouvelle Love Interest de Thor, parce que dans le fond, Natalie Portman Elle n'a pas voulu refuser. Je pense qu'elle a refusé le trop, mais elle était peut-être down de revenir éventuellement. Là. mais elle a refusé de On dirait que trois. tous les acteurs c'est comme la blonde de Tony Stark qu'on voit plus. Là. Ils l'ont juste comme effacé. Ah ouais, puis là ils l'ont laissé, je me Ben, comme encore dans l'univers, mais ils font juste des mentions. Ouais. Mais là, on voit la Valkyrie, jouée par Emma Thompson, très belle actrice. Que là, ben, je dois dire, je suis surpris, parce que dans le sens qu'on a déjà vu des images, mais ils ont décidé de faire un look. C'est Tessa Thompson, excusez-moi. Et ils ont offert un look vraiment original à la Valkyrie. D'habitude, on a des looks plus guerrières, vraiment le casque, les longs cheveux à la crinière, vraiment beaucoup musclé. Là, il est quand même musclé, mais je veux dire, c'est un look un peu plus épuré.
mais quand même très bien. Là, je parle beaucoup, mais je vais avoir tes impressions aussi sur la bande-annonce. Écoute, je l'ai écouté 5 fois, je pense, aujourd'hui. Rien de moins. Rien de moins. Ah, je suis hype. Écoute, j'ai toujours aimé Thor comme personnage. Même si son deuxième film, moi, m'avait laissé un petit peu sur ma fin, sans être mauvais, là. Mais j'avais beaucoup aimé. Ben non, c'est pas vrai. J'ai trouvé Age of Ultron aussi ordinaire, mais c'était pas Thor le problème. Où je vais en venir, c'est que, oh fuck, ça va être malade. Sérieux, là, la bande-annonce, tu sais, l'humour Marvel est encore là. On voit que c'est la même recette. Mais on dirait qu'ils ont tout le temps une petite gimmick qui fait comme, ah non, faut jouer le nouveau, je suis obligé, là. Puis écoute, l'humour est encore mis de l'avant, là-dedans, on se cachera pas. Ouais. Puis on comprend que dans le fond, il s'est fait couper les cheveux. Hein? On peut en parler de ses cheveux. Il a comme été capturé, parce qu'il passe au marteau, il s'est comme assommé, il s'est capturé, puis il se pitche une arène, avant il coupe les cheveux. Puis ça scène-là est marquante, parce qu'il rentre dans l'arène, puis comme, tu vas affronter genre le champion de l'arène, puis il avance, c'est ceux qui commencent à avoir un peu peur, la porte trouve, ça tremble, et comme, Ah ouais. là t'as Hulk qui sort en courant, il est comme, Non, il crie. c'est bon, tout le monde le regarde comme, hein? Il est comme, C'est mon collègue de travail! Finalement, il saute dessus, là. t'es comme un ralenti qui se rentre dedans. Ah ouais. Ah man, cette scène-là, je pense que je l'ai rebooké, là, juste pour voir, faire comme yes! Je pense que c'est la scène la plus marquante de la bande-annonce. Ouais. Mais écoute, même la musique là, de Guns N' Roses en arrière, ça donne l'ambiance. Tu vois Lucky aussi qui marche avec son casque. Tu vois, écoute, Thor, il a son casque d'ailleurs aussi. Quand il rentre dans l'arène, il met son casque. C'est la première fois. Il y avait du monde qui avait chialé contre ça, hein, qui n'avait pas son casque. Là, il y a comme un look digne de Marvel. Là, son casque, là, écoute. Mais dans le fond, ils l'ont juste justifié pour. Parce que ça devient un gladiateur. J'ai hâte de savoir comment Hulk est arrivé aussi sur. Ben oui. Parce que à la fin d'Ultron, il faut juste s'en aller en vaisseau, puis on n'a plus de nouvelles dans le fond. On se doute qu'ils l'ont sûrement kidnappé ou quoi que ce soit. Là. Il va sûrement avoir une intro au début qui va expliquer Hulk vient d'où, ou un flashback plus loin. Un autre élément, on a vu un autre des nouveaux personnages principaux qui joue par un des acteurs piliers de Jurassic Park. Oui, Jeff Goldblum. Jeff Goldblum, qui là, il fait ici. C'est pas le seul hein, de Jurassic Park. Non, il y a Sam Neill aussi. On ne sait pas ce qu'il fait dans le film encore. On voit pas encore dans la bande-annonce non plus, mais on voit lui, c'est lui qui joue la reine dans le fond, c'est comme lui qui accueille Thor dans son arène. Ouais. Puis il est jamais maquillé. Ouais, c'est bizarre son maquillage. Ah ben, on dirait qu'ils ont voulu pas trop faire mettre du CGI ou du fond vert. Ils ont vraiment voulu faire ça vraiment plus épuré, plus simple. C'est plus beau aussi comme ça. Ben, pas Jeff Goldblum là, mais je parle de. Jeff Goldblum, j'avais vu parce que. Mais je sens qu'il va être drôle là-dedans. Il va être drôle. Oui, je trouve que. Tu sais, quand il regarde Thor faire Yes! C'est le mec qui est comme qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il va. Je l'aime déjà. Ben. On n'a pas vu. Voyons, on n'a pas vu Carl Urban, je sais pas comment on prononce son nom de famille. Urban, c'est lui qui joue dans Doom aussi. Là. Dans Doom? Il a joué dans Seigneur des Anneaux. Ah, ok, oui, je sais qui tu parles. Oui, bon, mais on l'a pas vu dans la bande-annonce. Non, c'est vrai. Il y a bien des choses qu'on n'a pas vu dans la bande-annonce. Ben, si c'est normal, ils viennent nous laisser du suspense. Ben, c'est le premier aussi, il va y avoir 3 trailers. Ouais, c'est ça, pis tu sais, Marvel fait pas comme DC, là, qui Ils montent toutes, là. Ouais, c'est ça. On sait rien de l'histoire techniquement, on sait que Hulk et Thor vont se battre ensemble. On sait même pas vraiment comment il fait pour se ramasser là-dedans. Écoute. Ben, on sait qu'il se base sur 2 comics. D'abord, c'est centré sur Ragnarok. Dans le fond, Ragnarok, c'est la fin des dieux. C'est comme l'apocalypse des dieux scandinaves. Que seul Thor peut arrêter. Et en affrontant Sulfur, genre le Satan de l'univers de Asgardien. Ils n'ont pas confirmé si Sulfur allait être là. Même s'il y a beaucoup de rumeurs disant qu'il va faire une apparence à la fin du film. Je le disais, oui, ça. Et aussi, il y a une partie du film qui est basée sur Planète Hulk, une des plus grosses sagas. Ça fait des années que le monde achale Kevin Feige pour qu'il le fasse. Ouais. Et même l'acteur était hype pour le faire. Il voulait faire un film Planète Hulk. Il disait. Ben, tu vois qu'il y a quand même un peu de pouvoir. Il n'y a pas tout à fait un film. Ils ont pris des éléments, même si on s'entend, c'est pas un film de Hulk. Ben, tu sais, Age of Ultron, ils sont inspirés des histoires de Ant-Man, puis finalement, ça s'en est bien sorti malgré tout. Là. Ouais, ben, ça c'est un sujet, c'est un débat assez. Ben, je parle pas du film en soi, je parle de l'histoire, tu sais. Ouais, ben, ça, moi je trouve qu'ils ont mal géré ça, là. Ouais, ok. Parce que Ultron, c'est un personnage vraiment plus emblématique que ce qu'on a vu, là. Oui. Il est vraiment mal représenté dans le film. C'est de valeur. Ouais, c'est de valeur. Surtout qu'il y a une histoire vraiment plus complexe que ce qu'ils nous ont montré. Pour revenir à l'annonce, comme je disais, Planète Hulk, Ragnarok. J'ai déjà parlé de Planète Hulk,
Ils ont déjà confirmé certains personnages de Planète Hulk qui vont être dans le film. Souvent qu'on va y voir qui invitent à la reine ou qui vont se battre, tout ça. Ça va être intéressant. Dont un que, si je pense, qui s'appelle Scar de mémoire. Scar ou Scar, en tout cas. C'est celui qui devient le meilleur ami de Hulk qui a été pris dans les arènes des gladiateurs dans la BD. Et qui va vivre une histoire complexe avec Hulk, qui va passer du côté gentil, méchant et ainsi de suite. Et il va causer beaucoup de problèmes. Skrug. Ça, non, c'est pas Skrug, c'est un. The Executioner. C'est ça que Carl Urban va jouer. Ouais, c'est ça, ouais. Lui, il va faire le bras droit de Ella, la déesse de la mort. Il se bat tout le temps avec une hache qui est genre maudite ou un truc du genre. C'est un des personnages qui est annoncé qui n'a pas encore été vu dans la bande-annonce. Il y a quand même beaucoup d'éléments, peut-être qu'on sait quelques petits détails, mais on a vu pas mal les personnages principaux, la plupart en tout cas, dans la bande-annonce. Je dirais que aussi on n'a pas vu Anthony Hopkins qui est privé au film, qui fait Odin. Ouais, il va sûrement être là pas longtemps. Parce qu'on va être vieux en plus à Tony Hopkins. Ouais, il est vieux, mais je veux dire, il fait partie de l'intrigue dans le sens que c'est l'intrigue qui depuis le Thor 2, c'est une des intrigues qui est en suspens. Ouais. C'est Thor 2 fini, t'es comme. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça a été long, il date de 2013, le deuxième Thor, ça fait que ça fait au-dessus de 4 ans. Là. Ben oui. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. La balance, c'est vraiment spectaculaire. Je vais en parler ici parce que c'est quand même. C'est un événement qui a une balance de même sort, avec beaucoup d'éléments, beaucoup de références au comics. Il y a d'autres acteurs aussi qui reviennent. On n'en a pas parlé, mais Idris Elba, on le voit dans la bande-annonce. Elba. Il est pas là longtemps. Il Là. est pas là longtemps, mais on le voit, il est pas en armure. Ouais, il est comme barbu aussi. Ouais, il est comme une barbe, il est comme habillé en cuir. Je pense qu'il n'y a pas son armure. Je pense qu'il est pris aussi dans l'arène avec. On le voit brièvement pendant une scène. Ouais. Mais c'est un acteur qui est vraiment très bon. Puis qu'il avait chialé aussi. Il avait dit qu'à un moment donné qu'il voulait plus jouer dans Thor. Puis finalement, il est resté. C'est Taika Waititi qui réalise le film. J'ai aucune idée c'est qui. Qu'est-ce qu'il a fait pour le fun? Ah, c'est lui qui fait Doctor Strange? Ouais, c'est lui qui a fait Ok, non, il joue dans Green Lantern, excuse-moi. Il a joué dans Non, il a rien fait dans Doctor Strange. C'est vraiment bizarre. Ok. Il a juste. Uncredited directeur. Ouais. Mid-crédit scène. C'est lui qui a fait la scène de Thor dans Doctor Strange. Ok. Ouais. Mais ouais, bref. C'est un réalisateur plus ou moins récent. Mais bref. Donc, je pense qu'on a parlé des éléments les plus importants de la. Ouais, je vois pas qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus, là. C'est relativement court comme zone de cinéma, mais ça valait le détour, je crois. On avait le goût d'en parler. Fait ouais. Donc, j'ai hâte avec impatience d'autres bandes annonces. Thor reste Thor. Puis j'ai hâte de voir aussi Hulk. Puis d'autres éléments. Donc j'ai aussi hâte de voir on a bien parlé, mais l'exécuteur, qui est le bras droit d'Ella. C'est un personnage qui est quand même très emblématique dans les comics. Que là, ils ont pas. Je pense qu'ils veulent le teaser encore plus. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Le petit point négatif que je peux me permettre, c'est que. Les cheveux à Thor, je le sais. Non, Thor, ça gosse un peu, mais c'est correct. Mais c'est plus. On a pas tantôt d'acteur qui joue dans Jurassic Park, parce que j'ai oublié son nom. Sam Neill ou Jeff Goldblum? Jeff Goldblum, bon. Il joue une race cosmique et dans les comics, ils ont vraiment un look particulier qui se démarque de tout. Et là, il a vraiment l'air juste d'un humain maquillé. Là. Ça m'a un peu irrité dans le sens qu'on veut comme. C'est une chose aussi qui a été critiquée dans tout ce qui est univers spatial. Souvent, il simplifie l'univers. Un des points négatifs de Gardien de la Galaxie qui a été critiqué, c'est que tous les extraterrestres avaient l'air d'être des humains humanoïdes. Tu sais. Ben, en même temps. Il tentait pas de faire des variétés. Et leur race sont censés être bleus. Et la peau bleue, très grand. Et là, c'est vraiment, il est très loin de son look classique. Donc, ils prennent la liberté de probablement, c'est parce que des fois, ils doivent avoir des concept art puis ils se disent, ouais, ça ne fêtera pas. T'sais, souvent, ça doit être ça, genre. Peut-être bien. Ils ont peur d'aller dans quelque chose de trop nouveau et ben, il est quand même bien bleu, mais c'est peut-être, mais dans le sens d'aller trop loin puis de comme déstabiliser les fans habitués. Parce qu'ils ont quand même une base qui répète à chaque fois de Marvel. Ils veulent pas changer leur sauce peut-être. Parce que c'est un petit point qui m'a un peu chicoté. Là. Ils ont tendance à faire ça souvent de prendre des personnages qui ont un look particulier et de les rendre vraiment simples. J'ai été vraiment content parce que c'est un Gardien de la Galaxie, pendant la parenthèse. Le méchant Conan, lui avec le marteau, là, le méchant, là, dans le Gardien de la Galaxie, le méchant. Je vois pas, là. Le méchant qui a la pierre, qui met dans son marteau, qui affronte les Gardiens de la Galaxie dans le film. Là. Il a la peau bleue. Bon. Je m'en rappelle plus. Parce que c'est le méchant. Et je m'en rappelle plus du nom. Là. C'est ça, j'ai oublié son nom, mais lui, il avait rendu quand même assez fidèle son look. J'étais content parce que ça aurait pu être plus simplifié que ça, mais là, ils ont resté quand même proche des comiques. La peau bleue, le maquillage noir, le look sombre, tout ça. J'avais vraiment aimé l'apparence fidèle au comique. Là, je dirais qu'ils ont voulu comme. C'est Ronan the Accuser. Merci, c'est ça.
Alors, bref. Ben, c'est juste une finir qu'une affaire. Hey, 3 films de Marvel cette année, là. On sait de quoi qu'on a les 3 films maintenant. Ouais. Gardien de la Galaxie, Spider-Man, plus Thor. Ah, ouais. Ouais, ben, ils sont partis là-dessus, hein. 3 films par année. Ils ont déjà prévu une phase 4. Dire qu'ils pensaient pas aller plus loin qu'Avenger 1 à l'époque. Ouais, ben, c'est ça qui est en mode dans les super-héros. Puis là, DC, il arrive dans le domaine. Il essayait en tout cas. Là. Il essaye, il rame à contre-courant. Ouais. Fait Bref. que, on y va? Cette semaine, sans plus attendre, on va aller du côté non-spoiler pour parler du film qu'on critique cette semaine, Batman The Killing Joke. Attention, la section qui suit ne contient aucun spoiler. Attention, la section qui suit ne contient aucun spoiler. Alors, vous êtes du côté non-spoiler, et cette semaine, on parle et on critique le film d'animation. Pour la première fois, on critique un film d'animation de super-héros. Un des plus récents en plus de l'univers de DC, parce que DC, même s'il est mitigé dans l'univers réel, dans l'univers animation, il est vraiment très bon. Cette semaine, on critique le film Batman de Killing Joke, basé sur le comic de même nom, qui est un comic, je dirais, dans le top 5 des meilleurs comics de tous les temps de Batman. C'est culte. Là. Ah, c'est culte, c'est vraiment très bon. Je l'ai lu et j'ai vu le film et j'ai relu le comic et c'est très bon. On se tanne pas, puis ce film est tellement profond, il y a tellement d'éléments, c'est fascinant. Et là, on critique le film. D'abord, il y a des acteurs qui reviennent parce que pour ceux qui ne savent pas, ce sont les mêmes doubleurs qui font les voix depuis longtemps. C'est un certain temps qu'il avait changé. Et là, pour ce film-là, vu que c'est un film culte, ils ont ramené plusieurs voix connues qui faisaient les voix depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à tout récemment dans les films, dans les séries et même dans les jeux vidéo. Si vous avez joué à la trilogie de Batman, Arkham Knight, Arkham tout simplement, les voix de Batman, du Joker et d'Harley Quinn et Batgirl, tout ça, c'est des voix qui sont récurrentes dans les doubleurs en version originale, je parle en anglais. Et ici, on a le droit à Kevin Conroy, qui dans le fond fait des années qu'il fait Batman. Là. C'est depuis la série animée, je pense, des années 90. Depuis la série animée des années 90, il fait Batman. Ça fait maintenant quelques années qu'il fait presque plus Batman. Il le fait à quelques moments, donc pour les jeux vidéo, il l'a fait, et pour ce film-là. Mais il a laissé sa place à d'autres personnes pour faire la voix. On a droit aussi à Nolan North, qui est un spécialiste du doublage de jeux vidéo surtout. Là. De jeux vidéo, qui a plusieurs voix, entre autres dans Batman, le film qu'on écoute. Il y a Uncharted. Justement, il va être dans le Crash Bandicoot, on a allé wiki, puis il est dans le Crash Bandicoot. Eh ben. Voilà. On a aussi l'acteur connu mondialement, Mark Hamill. C'est le meilleur Joker. Écoute, puis pour ceux qui ne savent pas ce qui est Mark Hamill, c'est Luke Skywalker. Là, il y en a qui ne savent pas, mais il a une carrière de doubleur professionnel aussi. Et il a été connu pour Star Wars, comme on a dit. Il a été connu aussi, entre autres, pour la série des années 80-90 de Flash, où il faisait des tweakers, et qui a repris son rôle dans la nouvelle série de Flash. Pour quelques épisodes, et là il fait sa voix classique du Joker qui est connue pour des jeux vidéo, tout ça. La voix dans les jeux vidéo Batman Arkham, c'est lui qui fait la voix du Joker. C'est une voix vraiment particulière avec le rire, c'est vraiment une voix qu'on aime entendre, c'est surprenante, et c'est Marc Hamill fait. Et on a droit à une autre doubleuse qui elle aussi a le droit depuis plusieurs années à faire des voix pour DC. Elle est reconnue depuis les années 90 pour la voix de Batgirl, Tara Strong. Actrice qui est connue aussi au cinéma, elle a fait quelques petits rôles. On a regardé, puis comme anecdote, elle a fait la voix du bébé dans Les désastreuses aventures des orphelins. Ouais, c'était quand même surprenant. Je savais même pas qu'il y avait du voice acting là-dessus. Je suis surpris moi aussi. Mais en tout cas, c'est pareil pour les bébés, ils font du voice acting. Eh ben. Oui. Ben, elle, c'était particulier, là. Ouais, on s'entend pour son rôle. Mais c'est elle qui est l'emblème de la voix de Batgirl, dans le fond. Ouais, c'est dans ça. tous les films de DC où que Batgirl est là, en fait. Ouais, les jeux vidéo et tout ça. C'est produit par Warner Bros. Pictures, qui eux ont les contrats de DC. Produit par DC. Basé, on l'a dit, sur la comédie du même nom. Je vois que tu as sorti le box-office et le budget. Ouais, c'est le film d'animation le plus rentable au niveau juste dessin dans l'univers de DC. On parle pas en général dans toute l'histoire, là. Mais c'est la première fois que DC, son budget box-office est plus élevé que le budget mis. T'sais. Dans le fond, le film a coûté 3,4 millions. Okay. Il en a rapporté 4,4 millions. Fait qu'il a rapporté 1 million de profit. C'est un record pour eux autres. Ça arrive jamais, là. Puis c'est rare que les films d'animation de DC se ramassent au cinéma. Puis quand tu es dans les cinémas très précis, là, puis ça n'a même pas joué ici. Là.
Non, ces films-là, souvent, c'est des directs ou des DVD. Ben, c'est ça, je pense qu'ils sortaient en DVD comme une semaine ou deux après ça sortait en salle. C'est souvent le cas. Comme là, il y en a un nouveau qui vient de sortir, qui va sortir, c'est le 18 avril. C'est Teen Titan. Avec Harley Quinn, il y a aussi Batman Harley Quinn aussi qui Ouais, s'en c'est le prochain qui va être fait, mais le dernier qui est fait, qui sort, c'est avec les Teen Titans. Un Ok. film avec les Teen Titans, que j'aime beaucoup ces C'est pas personnages-là. Teen Titans? Teen Titans. Ok, excuse-moi. Voilà. Continue. Et bref, là, c'est supposé qu'ils en font souvent. Généralement, ils font 2 films par année à peu près d'animation. Ouais, c'est ça, ils ont l'air quand même productifs. Là. Puis ils sont tous basés sur des comics, ça qui est bien, contrairement à Marvel, où ils font beaucoup des films d'animation aussi, mais souvent des histoires originales, des fois ils laissent un peu perplexes, même si c'est fun de voir nos personnages préférés. On dirait que les films d'animation de Marvel m'intéressent pas du tout. Ben, le dernier que j'ai vu, puis c'est grâce à celui-là que j'ai écouté le vrai film, parce qu'ils l'ont fait récemment, c'est Doctor Strange. Ils ont fait un film il y a quelques années d'animation sur Doctor Strange, que je connaissais pas vraiment à l'époque. Et j'ai écouté le film et ça m'a tout de suite convaincu que j'aimais le personnage. Et donc j'ai vu le vrai film qui est sorti l'année passée. Et à part ça, les autres que j'ai vus de Marvel, ils m'ont pas vraiment. Marqué, là. Leur série, oui, d'animation, Ouais. mais leur film. Plus ou moins. Non, c'est. En tout cas, bref, je me demandais, c'est dur de parler du jeu d'acteur. Moi, je l'écoutais en français, moi. Moi aussi, j'écoute en français. C'est dur de parler du jeu d'acteur, c'est des films d'animation. On a déjà parlé de films d'animation ici. Bon, on pourrait dire ce qu'on a pensé du film d'animation, peut-être, sans Ben, le je spoiler. pense que c'est. Ouais, on va y aller avec On n'a pas le choix. de notre appréciation générale du film. Je vais te laisser y aller sans spoiler le film. Ouais, je vais essayer de faire attention. Là. Je pense, juste pour mettre en contexte, ceux qui connaissent pas, genre un petit résumé. Ouais, vas-y. Ouais. Batman de Killing Joke, dans le fond, on suit Batman dans ses débuts. C'est dans ses premières années où il œuvre en tant que Batman. Et là, le film commence que ça fait un certain temps qu'il y a Batgirl à ses côtés, qui le rejoint, qui est dans le fond Barbara Gordon, la fille de Jim Gordon, qui est la détective, pas détective, commissaire Gordon, c'est le commissaire de police qui aide Batman à résoudre les crimes. Et là, on suit une histoire très sombre. Au début, Batgirl essaie de prouver sa valeur face à Batman. Et tranquillement, on a aussi le droit à les origines. Ce qui aussi nous montre les origines du Joker, qui est l'ennemi premier de Batman, son Némésis. Et on va apprendre beaucoup d'éléments du Joker. Et aussi, il va y avoir une histoire qui va entrecroiser 2 personnages au fil des événements. Et à la fin, on a une fin, encore aujourd'hui, qui laisse à... On va débattre. Ouais, on va débattre. Donc ça, c'est hors survol l'histoire de King Joke. Donc, bref, je te laisse y aller. Écoute, j'ai découvert, ça faisait longtemps que je connaissais la bande dessinée, ça fait vraiment longtemps. Puis Tim Burton a dit lui-même que c'est sa préférée de Batman. Pour un gars qui a réalisé 2 films de Batman, c'est quand même pas pire. Sans le fond, j'avais beaucoup aimé la bande dessinée. J'avais vraiment resté sur le cul. J'avais fait wow, ça, c'est une méchante bonne histoire. Et j'avais quand même des attentes pour le film d'animation. Dès son annonce, j'étais comme ça risque d'être intéressant. Ça. Puis je suis content d'avoir lu la bande dessinée avant. Je te dirais que malheureusement, ce qui arrive, c'est que le film n'est pas mauvais, loin de là. Non. Il y a pire que ça. Où c'est que le bas blesse, en fait, ce qui arrive, c'est que le film est comme splitté en 2 parties. Je pense que tu vas être d'accord. Ouais. Et la première partie ne sert à rien à l'histoire. Je vais résumer pourquoi dans la section spoilers. Mais ça apporte absolument rien, à mon humble avis. Toi, je pense que tu as peut-être une opinion un peu différente. Ben, c'est un peu proche de toi, mais dans le sens que moi, je suis tout le temps plus... T'es plus blanc que noir. Voilà, exactement. Donc, j'en parlais tantôt, mais tout ça pour dire que, dans un certain sens, oui, le film, il coupe en 2. On le voit clairement en écoutant le film. Mais le début, il pourrait être... on pourrait l'enlever, ça changerait pas grand-chose au film, mais en même temps, il y a une certaine importance. Mais ce que j'aurais aimé du dessin animé, par exemple, au niveau du dessin, je trouve que malheureusement, c'est beaucoup comme tous les dessins animés de Batman. Tu sais, Batman est un peu plus carré, il est un peu unidimensionnel. Ouais, Je sais pas si je te dis bien. Puis je trouve que ça fait plus. Je trouve que ça fait très dessin animé de bas de gamme pour le niveau du dessin. Moi, le dessin la bande dessinée est incroyable. Puis je sais que c'est pas possible de le refaire. Mais j'aurais aimé ça avoir une part artistique un peu plus prononcée, puis plus réaliste. Si je peux me prononcer là-dessus, oui, vas-y. mon opinion. Pour les films qui font en ce moment d'animation, c'est pas au même calibre, c'est plus haut que ça. Pour ce film-là, ils ont voulu utiliser les dessins qu'ils utilisaient à l'époque. Ils ont pris la façon qu'ils dessinaient à l'époque. Ok, pour mettons le dessin animé des années 90. Ouais, c'est ça. Ils ont fait comme si on écoutait un vieux film d'animation ou une vieille série. Ça paraît. C'est voulu parce que c'est une vieille BD, donc ils l'ont laissé dans le thème. J'aurais aimé plus que, tu sais, comme les personnages qu'on voit mieux, les traits. Je trouve que c'est
très lisse, tu sais, comme Ouais, dessin. ils ont fait ça vraiment plus épuré. Mais si tu regardes d'autres films d'animation, tu vas voir que c'est vraiment pas la même chose. Là. Ils sont vraiment beaucoup plus détaillés, beaucoup plus Ok. réalistiques. Puis moi, T'as peut-être aimé ça, toi, dans le fond. ben, j'avais déjà lu le comic, comme j'ai dit, 2 fois. Et j'attendais à beaucoup de choses. Je l'ai vu. Comme pour toi, la première partie m'a laissé perplexe. Mais j'ai beaucoup aimé le film. C'est une histoire vraiment prenante, surtout pour le fait qu'on découvre beaucoup d'éléments sur Joker. Qu'il faut préciser que c'est pas canon avec l'univers de DC, c'est non officiel. Ben, pas non officiel, mais C'est à part. c'est à part, voilà. Et l'histoire en tant que telle est vraiment bonne, elle est troublante, elle vient nous chercher. Autant que le Joker c'est un méchant vraiment cruel, autant qu'il vient nous poser des questions morales. Son but dans cette histoire-là, il vient poser des questions morales à Batman. Il vient dire écoute, t'es pas tout blanc puis c'est pas tout noir. Tu sais, il vient pour. Tu sais, c'est pas tout le monde qui le sait, mais Joker, pour les fans comiques, on le sait, le Joker il est intelligent. Oui, il cherche à faire le chaos, il cherche à s'amuser, tout ça, mais il y a un fond de pensée en arrière. Et souvent, il va chercher à atteindre un but. Et dans ce cas-ci, c'est juste de pouvoir Batman que Batman a tort sur ce qui valorise, ce qui promouvoit, ce qui défend, la justice, tout ça. Et là, il fait des bons exemples. On va pas aller dans ce côté spoil, mais ce qu'il fait avec Batgirl, c'est un très bon exemple du côté moral qu'il voulait parler. Ouais. Parce que je suis pas sûr de tous les choix. Parce qu'on va se le dire, on va le dire, la première partie, comme on dit, est carrément originale. Ça a été écrit pour le dessin animé, Ouais. c'était pas de là dans la bande dessinée. D'où la raison que je suis plus ou moins sûr de l'intérêt. Moi, j'aurais rien d'autre à rajouter. Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais mentionner? Ben, je pense que ce genre de film-là, pour vraiment parler, il faut vraiment Non. spoiler. Ouais, pas le choix. Donc, je pense que sans plus attendre, on va être du côté spoiler du film pour en parler. Attention, la section qui suit concerne les spoilers. Je répète, attention, la section qui suit concerne les spoilers. Alors, on est du côté spoil. Là, on va vraiment pas mieux détailler le film, pourquoi on l'a aimé, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé. Depuis tantôt, on dit qu'on est ambigu. Dans le fond, c'est que, comme on disait, le film est coupé en deux, si vous le regardez bien. Il y a un début qui est là comme pour introduire l'histoire qui nous attend dans la deuxième partie. Mhm. Puis aussi pour donner de l'espace aussi à Batgirl, qui est un personnage qu'on voit peu dans ces genres En fait, dans la bande dessinée, on la voit pas, là. Ben, on la voit à quelques moments. Ouais, mais précis. pas en Batgirl. Non, c'est ça, exactement. Et là, ils ont voulu comme le mettre en scène pour montrer c'est qui, pour qu'on s'attache au personnage. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu, c'est pour attacher au personnage, puis montrer aussi sa psychologie. Pour ceux criminels, il y a des scènes de combat, tout ça. Il y a une scène qui m'a perplexe, c'est quand elle couche avec Bruce Wayne. Ouais, moi aussi, on va en parler, là. C'est comme la zone de mouton noir, là. C'est l'éléphant dans la pièce. C'est bizarre. Ouais, Ça apporte pas grand-chose à l'histoire. ben, Ben, tu sais, je pense que c'est voulu pour prouver que Bruce Wayne a un attachement supplémentaire à ouais. Barbara, puis ce qui fait que ça l'affecte. Mais je voyais pas l'intérêt. Puis écoute, ils ont quel âge de différence, là? Ah, c'est... Ben, écoute, t'as le droit, là. Non, je sais. Mais, Il y a quand même une grosse âge de différence, mais je pense que c'est juste pour augmenter la pression sur Batman, pour montrer, pour les gens qui connaissaient pas l'univers, de montrer que Batman avait des émotions et qu'il pouvait s'attacher aux gens, et pour augmenter le dramatique à la fin de l'histoire. C'était comme nécessaire dans un sens, mais j'ai trouvé ça comme dans le fond, il y a flush après. genre. mais Elle peut plus marcher, bon, moi, elle a flashé. genre, mais je veux dire, ça existe pas dans les comics. Je veux dire, ça c'est juste what the fuck. Même C'est un si- drôle d'ajout. Même si dans les comics, je disais, il y a des sous-entendus disant que Barbara Gordon a eu des sentiments pour Bruce Wayne, mais ça n'a jamais été plus loin, tu sais, je veux C'est dire. ça, il n'y a jamais eu de. J'ai fait un wing-wing, là. Non, c'est ça. Donc ça, c'est très ambigu. C'était très, très, très critiqué. D'ailleurs, je l'ai critiqué. Ben, moi, ça me dérange pas tant que ça, mais ça me laisse perplexe. Tu sais, je vois, moi, comme on dit, c'est probablement pour ajouter Ouais, la pression, mais en même temps, c'était juste pas nécessaire, je pense. c'était pas nécessaire. Je pense qu'on aurait pu passer à autre. Je sais que t'as bien aimé le pré-Joker, là, le premier personnage. Ah oui, ben écoute, moi je vais te conter mon petite histoire. J'ai écouté le film il y a 2 semaines après que tu sois parti du podcast. J'ai écouté le film d'un coup. J'ai resté vraiment sur ma faim parce que je comprenais pas qui était ce personnage-là. Et ce personnage-là, en fait, est comme un semi-Joker. Et je me suis dit, j'espère qu'ils n'ont pas changé en plus l'origine du Joker du livre. Ouais. J'espère qu'ils n'ont pas fait ça. Ça faisait que je commençais à moins aimer le film. Et il te laisse perplexe tout le long. Tu te dis, c'est le Joker. Parce qu'il agit comme le Joker tout le long.
Mais dans le fond, ce gars-là, il sert strictement à rien à l'histoire. C'est vrai. Ok, il se fait arrêter à moitié du film. On le voit plus. Il y a eu à peine d'impact, à part la... non, il n'y a pas eu d'impact. C'était comme le méchant Bad Girl, là. Ouais, c'est ça, parce que pas une partie du film, c'est un film sur Batgirl et non sur Batman. Tu sais, là, c'est ça qui est bizarre, puis ça apporte vraiment à rien, je trouve. Puis... Mais comme je dis, c'est pour introduire le personnage, pour que les gens s'attachent et qu'ils le connaissent. Connaissent Batgirl, tu veux dire? Ouais. Pour comprendre, mais tu sais, je comprends que Batgirl, elle veut se défendre, elle veut se montrer qu'elle est capable, mais tu le vois qu'elle est trop émotionnelle sur tout, dans le fond, là. Mais écoute, je trouvais que ça servait strictement à rien d'acheter ce personnage-là. Je le trouvais juste gossant pour elle. Ouais, je suis d'accord, c'était comme surexploité dans le sens que ça aurait pu être plus court puis ça aurait été mieux. Il aurait pu juste être arrêté dès la première scène, ça aurait suffi, là. Genre. J'étais sûr, par exemple, c'était Joker, j'étais comme, ils ont pas changé. Ben, moi, ça. j'avais pas fait. Moi, je savais que c'était pas ça, donc. Ben, je savais que c'était pas ça, puis j'avais lu le cartoon, la bande dessinée aussi. Mais je me disais, ah non, ils ont pas osé changer ça, là. Ben, pour venir à l'ordre du film, Batman, Joker. Ouais, c'est ça, on va skipper tout de suite à la prochaine partie, parce que, ben, avant de sauter à la deuxième partie, t'as-tu d'autres choses à dire sur la première partie? Ben, je pense qu'on a dit les éléments les plus importants. Ouais. Outre le fait que, ben, comme on l'a dit, Jim Gordon qui est là, qui est comme. Qui va être tranquillement introduit dans l'histoire. Ben, dans le fond, parce que c'est une chasse à l'homme, là, la première partie. Ouais, c'est ça. Une chasse à l'homme qui va vite se régler et qui va introduire le Joker. Ouais. Et en même temps, va introduire les flashbacks. Parce que tout le long de la deuxième partie, il va y avoir des flashbacks tranquillement qui vont nous permettre de comprendre Qu'est-ce qui se passe? l'origine du Joker, pourquoi il est devenu de même. Et c'est très intéressant. Je pense que je vais m'attendre au flashback d'abord. C'était la première fois qu'on a, dans les comics, on avait le droit à une origine aussi claire et détaillée du Joker. Ouais. Puis ça a toujours été dans le flou et avec des éléments vraiment qui se tenaient pas. Mais c'est voulu, hein. Il voulait que. T'as toujours voulu pour dire que le Joker, on sait jamais ses origines, on le saura jamais. Puis on laisse ça super flou et comme ça rendait le personnage encore plus mystérieux. Puis, parenthèse, dans les comics récents, dans la fin des New 52, qui était les comics avant le New Bird, qui est la nouvelle phase des comics d'ici, Batman a essayé d'élucider les mystères autour du Joker. Puis il se retrouvait à la fin dans les BD de Justice League avec le trône de Metron, ça s'appelle, qui est un artefact cosmique qui fait que tu as le savoir universel. Tu peux tout savoir. Et là, il teste au début en posant une question parce que lui, c'est un grand sceptique, c'est un détective. Mm-hmm. Et on est, il est sûr et certain que ça marche. Fait que là, il s'assit, puis il est comme, qui est le Joker? Puis là, tu vois juste son regard, il devient comme, sans mots. Il a la bouche rouge, les yeux grands ouverts, comme, il est comme, what the fuck? Là, ça laisse de même la scène coupe comme ça. Là, t'es comme, mais c'est qui? C'est qui? Là, pendant plusieurs comics, nous dire ça. Puis là, à un moment donné, dans un des comics, t'as juste Batman qui avance sur son trône, parce qu'il vole le trône. Puis il pense, puis t'as juste. Il pense à un mythe grec qui dit que t'as le. Voyons. Le dieu le dieu farceur qui s'appelle le dieu grec farceur. T'es comme, attends, tu me dis que le Joker c'est le dieu farceur, puis il pense à ça, tu sais. C'est impossible. Puis là, à la fin, t'as Green Lantern qui va le voir. Puis il dit là, ça fait un bout que tu es silencieux, tu dis rien. C'est quoi la réponse? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il dit, j'ai demandé au trône qui est le Joker. Le trône m'a répondu lequel? Il y a 3 Jokers. Oh mon dieu, c'est bon ça comme punch? Là t'es comme, hein? Puis, le New 52 ça finit même sur le Joker. Puis Batman dit, mon but maintenant c'est de découvrir qui sont les 3 Jokers. Ouais, c'est ça. Fait que les nouvelles aventures de Batman, il va chercher à comprendre qui sont les Jokers. Puis ça explique aussi pourquoi il y a des personnalités aussi différentes que le Joker. Ça pourrait expliquer ça, parce que tout le monde sait qu'il y a le Joker a plusieurs personnalités. Ouais. T'as le psychopathe, le gangster, tu sais, tout ça. Et ça pourrait expliquer ça. Ah ouais. Ben oui, Non, je suis d'accord, je comprends ton point, mais c'est comme, c'est où? C'est what the fuck, hein? Ouais, quand même. Mais c'était ma parenthèse, ça pour venir à l'origine dans le film, ou que c'est un simple ouvrier qui va être comédien et que là, ça démarre pas, il y a une femme, elle est enceinte, et là, il doit se souvenir à sa famille, puis il est dépressif, ça marche pas, puis ils ont besoin d'argent, puis là, il rencontre des gens très louches dans la mafia qui proposent un travail très facile. Avec le casque de Red Hood. Avec le casque de Red Hood, c'est simple, tu mets ce casque-là, tu fais un cambriolage, on donne le cash, tu t'en vas. T'sais. Comme ça, tu te fais pas reconnaître. Ouais, c'est ça, puis c'est une marque de commerce. Quand quelqu'un sait que le Red Hood est là, il sait que ça a été un braquage de Red Hood, c'est parfait. Mais le Joker avait dit qu'eux autres, il n'y aurait pas de policiers, il n'y aurait pas de garde. Ouais. Puis dans le fond, ça finit juste que quand ils rentrent, ils se font tirer quasiment dans les premières minutes. Ou dans le bande dessinée, ça prend genre 30 secondes. Ouais. Mais j'ai skippé une scène, ils rencontrent dans le fond les 2 mafiosos à un restaurant. Et dans le fond, les policiers viennent le voir, le Joker, pour lui annoncer que sa femme et son enfant sont morts d'un accident d'auto. Et là, le Joker est comme plus sûr de ses raisons sont bonnes.
il va accepter malgré tout, vu la pression des deux mafiosos, qui vont apporter justement... est-ce que tu me permets de continuer le résumé de l'histoire? Dans le fond, les deux mafiosos se font tirer. Le Joker s'enfuit en courant sur la panique parce qu'il se fait tirer dessus par les gardes de sécurité et il se ramasse, il tombe dans le fond. Le Batman arrive tout d'un coup et essaie de le pourchasser puis que Batman était à la recherche du Red Hood. Dans le fond, ce qui va arriver, c'est que le Joker tombe dans une cuve de radioactive, puis il ressort et devient le Joker. Fait que sa peau est pâlie, ses ongles viennent maganer et ses yeux aussi viennent plus blancs, je pense. Jaune, puis ses cheveux viennent verts. Ouais, c'est ça, puis il commence à rire. Puis ça qu'il réalise, dans le fond, qu'il est devenu fou. Et qu'il... Tu sais, dans le fond, c'est même si je trouve ça un peu facile pour dire que le Joker devient un malade mental d'un coup, quoique il a envie des pas faciles là-dedans, on va se le dire. C'est là que l'intrigue, dans le fond, que le Joker s'enfuit et dans le fond, la bataille arrive. Cette scène-là a été utilisée plusieurs fois quand ils ont fait les Batman avec Michael Keaton, le premier, avec Jack Nicholson. Oui, c'est la même affaire. La première scène, c'est ça, ils sont dans l'usine. Batman y arrive, Jack Nicholson s'enfuit, il s'enfarge, il tombe dans le cul, puis il ressort, puis il est tout maquillé, puis tout. Mais ceci amène à une scène que je trouve vraiment intéressante, si tu me permets. Batman décide d'aller en prison. Va rencontrer Joker. Parce qu'il est enfermé, au début de l'histoire, il est enfermé. Ouais, c'est ça. Et Batman s'assied puis il pose la question fondamentale. Écoute, Joker, on est rendu à un point, est-ce que toi puis moi, on peut coexister ensemble? Je pense que non. Alors, il y en a un qui va finir par tuer un ou l'autre. Alors, je me demande, il faut régler ça. Puis dans le fond, on réalise que le vrai Joker s'est enfui et que... La scène est intense, pareil, parce que c'est une question qui est quand même... Il s'assied, il dit ça, puissante. Puis, même en même temps que le Joker qui fait juste jouer aux cartes, il met des cartes sur la table, puis il dit rien, puis là, le Joker il dit rien, avec les Batman, il pogne la main, il dit, tu réalises-tu? Ouais, puis il enlève la poudre. Puis il enlève la poudre, il fait t'es qui toi? Ça fait peur aussi. Excuse. T'es genre t'es qui toi? Puis il est en tabarnak là-dedans, excuse-moi là, mais... Bon, on voit le côté violent aussi de Batman là-dedans. Et dans le fond, pendant ce temps-là, Joker va acheter un parc d'attraction. Un parc d'attraction et il tue le vendeur, dans le fond. Et en l'empoisonnant avec sa main, parce qu'il y avait comme une bague avec une piqûre dedans. Fait qu'il envahit le parc d'attraction. Et là, dans le fond, l'histoire continue que... Attends, c'est quoi qui arrive après? Il va voir Batgirl? Oui, c'est ça. Il va directement chez Batgirl et au commissaire Gordon parce qu'il sait que la fille de commissaire Gordon est Batgirl. Et dans le fond, va rentrer dans la pièce, tire Batgirl, qui n'est pas en costume, là, on s'entend, et devant les yeux du commissaire Gordon. Puis le commissaire Gordon se fait assommer, alors il devient inconscient. Pendant ce temps-là, je vais sauter tout de suite à ce qui arrive. Le Joker en profite pour déshabiller Barbara Gordon, qui est en sang, en passant. Il prend des photos d'elle nue. La police amène Barbara à l'hôpital et Gordon disparaît. Et Batman va rejoindre Barbara à l'hôpital et apprend dans le fond que le Joker a pris des photos nues d'elle, ce qui le met encore plus en tabarnak. c'est pas le gars à faire chier, là. Puis Gordon il va le chercher. Fait que finalement Batman fait son enquête, réussit à trouver le Joker et à fête foraine. Je vais continuer, mais je vais faire le parenthèse. J'ai beaucoup aimé la fidélité de la scène où que Joker vient dans l'appart tuer Barbara Gordon. C'est la même scène. Oui, c'est vraiment bien fait. Même habillé, il a son chapeau avec sa chemise, son appareil photo, là, comme si c'était un touriste classique. Là, avec ses sandales avec des bas en plus. Mais c'est ça dans la bande dessinée. Ouais, c'est la même scène. Ça rend encore plus creepy. Hein? Ah, c'est vraiment creepy. Et là, il arrive à la foire et là, il fait faire un tour de manège à Gordon. Et il fait déshabiller, il fait déplacer en chien. Il est obligé d'embarquer sur... une ride. Comme on voit souvent dans les films américains, tu vas embarquer dans un manège de monstres et tout. Puis il l'amène à l'intérieur, puis c'est sombre, puis il met plein d'images de Barbara pour le rendre fou. Puis il est comme violent. Parce que les photos d'images de Barbara est tout nue. Faut pas oublier, là. Puis ça le rend comme... Il perd la boule. Il est fou. Et ça, c'est l'avantage de le dire. C'est une des choses... Parce que tantôt, je parlais de la moralité. Le Joker, là, il veut prouver que toute personne bonne peut virer fucked up. Parce qu'il veut expliquer comment il est devenu comme ça. C'est un peu ça son but aussi. Puis il va le faire à plusieurs reprises dans les comics, entre autres avec Pilou-Face, c'est lui qui va le créer. Double Face, je veux dire, c'est lui qui va le créer. Là, s'ensuit Batman qui va les pourchasser, qui va les rattraper. Il va y avoir des combats contre ces... dans la bande dessinée, ils sont pas là. Ils sont pas là. Il a racheté des beefs, là. Batman va falloir qu'ils se combattent, puis il fait un face-à-face avec le Joker, qui est assis sur une montagne de bébés morts, probablement sous-prétendre que son enfant est mort. Mais ça le dit jamais, là.
Mais c'est ce qui rend encore l'œuvre encore meilleure dans ce temps-là. Surtout que le jeu de Mark Hamill, là, tout Ouais. le long, là, c'est répliques. Parce que Mark Hamill avait dit qu'il ferait plus jamais le Joker, à part s'il faisait un film d'animation sur ce film-là. Puis c'est fait intéressant, il y a la saga Batman Arkham que j'avais parlé tantôt, mais il y en a un qui a refusé de faire, parce qu'au début il voulait arrêter de le faire, c'est Origin. Ouais. Puis finalement il est revenu pour le dernier. Mais son contrat, il contenait pas Origin. Ouais. Il contenait la trilogie de Rocksteady. Origin était fait à Montréal, sur le temps passé. Ouais, je sais bien, mais en tout cas. Il avait pas fait sa voix, mais là, il a fait sa voix du Joker. Puis je veux dire, sa prestation dans toutes les scènes, c'est vraiment full. Puis même à la fin, quand Batman a finalement l'atteindre, puis ils sont comme face à face. Ok, tu sautes tout à ça, dans le fond? Ben, j'ai goût de parler de la fin, là. Ben, en fait, je résume vite. Joker explique ses raisons du pourquoi dans la salle des miroirs. Ouais. Et dans le fond, Batman va se refléter. Puis, dans le dessin animé, je fais une petite parenthèse. Tu sais, t'as comme des bébés bizarres là, qui l'attaquent Batman. Ouais. Il en tue un. Hein. Il y en a un. Ouais, il est comme amené, il tombe dans une trappe, puis il s'accroche, puis il y a des pics, puis il en pogne un, puis il en drop un en bas. Mais on le voit jamais tuer vraiment le bébé. J'ai fait, attends, il vient-tu de le tuer? Batman ne tue pas, là, soit dit 100%. Là. Mais c'est un peu le. Ouais, ben, il tue pas techniquement, mais il a déjà tué dans les comics, là. Puis dans les films maintenant. Ouais, c'est une autre affaire, ça. Mais ouais, puis il explique ses raisons, puis à la fin, il réussit à rattraper le Joker en arrière d'une des bâtisses de la foire. Et là, ils sont face à face. Puis le Joker, il est comme. Il essaie de le tirer avec son gun, Ouais, puis finalement c'est un bang. ouais il rate sa shot, c'est un bang, puis là, il est comme un peu comme. Il est essoufflé, là, il est à bout, puis là, il rit, puis là. Le Batman à côté de lui, puis il bouge pas, il est impassif, puis il attend. Mais Batman, il dit, là, il faut falloir faire de quoi, là. Ouais. Faut faire de quoi. Il va y avoir un move, on n'aura pas le choix. Puis tu vas-tu compter la joke que le Joker dit à Batman? Ça, c'est ça qui fait que la fin est what the fuck, on va en débattre après. Ouais. Mais le Joker, il regarde Batman, puis il dit j'ai une blague pour toi à te dire. Il dit il y a deux prisonniers qui s'évadent de prison, ils vont sur le toit de la prison. Et là, un des deux saute sur l'autre bâtiment à côté. Et là, il regarde l'autre, il dit viens-t'en. Et l'autre, il dit je serai pas capable. Il dit ça en riant. Puis il dit regarde, j'ai une lampe de poche, je vais éclairer pour faire un pont, tu marcheras dessus. L'autre, il dit je suis pas capable, je sais que si je marche dessus, tu vas éteindre la lumière, puis je vais tomber en bas. Puis là, le Joker, il part à rire, puis il commence à rire de plus en plus. Puis là, ce Batman, tranquillement, qui commence à sourire, il commence à rire un peu, puis il rit, puis il rit. Puis à la fin, il met ses mains sur le Joker. Puis la caméra, en riant, la caméra descend en bas, et le Joker arrête de rire. Ouais. Fait qu'on... Je peux-tu commencer dans le débat? Moi, ma vision, puis je l'ai lu sur Internet, c'est pour moi qui c'est pas venu de moi-même. Tu sais, comme la question que Batman pose au début à la table, il dit ouais, il y en a un à un moment donné qu'il va falloir qu'il tue l'autre. Mais moi, d'après moi, à ce moment-là, Batman part à rire, il tombe un peu, pauvre qu'il tombe dans la folie du Joker, et en profite, dans le fond, pour casser le cou du Joker, dont la raison qu'on ne le voit pas. Et ce qui fait que le Joker arrête de rire. En tout cas, moi, c'est mon interprétation. Batman, d'après moi, a tué le Joker à la fin. Ben, tu sais, c'est le fait que Batman n'est pas un tueur qui fait qu'il me rend perplexe, mais en même temps, la façon que le film est présenté, parce qu'il y a des différences, comme on l'a dit avec le comics. Ça, puis c'est pas canon. Non, ça pourrait fonctionner parce que la fin est en débat depuis toujours. Et, oui, mais c'est voulu, il n'y a pas de fin. Ouais, la vraie fin n'existe pas. non, c'est la vraie fin n'existe pas, puis je veux dire. C'est correct. Ta théorie est intéressante. Je trouve ça logique qu'il tue le Joker. En même temps, vois-tu. J'arrive pas à me décider. Toi, tu penses c'est quoi qui arrive en fait? C'est quoi la conclusion? Batman l'enferme dans ça? Ben, moi je pense que c'est ça qui l'enferme. Là, logiquement, c'est ce que fait Batman d'habitude. Il l'assomme, quelque chose du genre, puis il l'enferme. Si jamais là-dessus, parce que je fais une parenthèse, ok? Ouais, vas-y. Connais-tu le comic Batman The Dark Knight Return? Je le connais, mais je l'ai pas lu. Ok. Je vais te spoiler quelque chose. Vas-y. Ok. Ça me dérange pas. La fin du comic, ok? Parce que c'est comme la boucle avec ce film-là, avec ce comic-là. Ça se passe quand Batman est à retraite, qui revient. Et il décide de reprotéger Gotham. Et en faisant ça, ben, ça réactive le Joker. Parce que vu que Batman n'est plus là, mais là on comprend un élément, c'est que quand Batman n'est pas là, le Joker n'est pas là. Ouais. Puis là, on a une scène que le Joker est dans l'asile psychiatrique, puis il est comme dans dormir, puis il entend aux nouvelles que Batman est revenu, fait qu'il se réveille, puis il s'enfuit de l'asile, puis il va retrouver Batman. Et là, à la fin, il s'affronte un combat vraiment acharné à la même foire que dans ce comic-là. C'est la foire préférée du Joker. Là, il s'affronte là, puis le combat est intense, puis là, le Joker tue plein de personnes, puis à la fin, Batman est comme là, je suis tanné, là, je t'ai laissé trop de fois tuer du monde, là. Je peux plus te laisser passer ça, t'as tué trop de monde, j'ai toujours été gentil, tu sais, il faut vraiment qu'on en finisse. Puis le Joker il paraît, il dit tu me tueras jamais, c'est pas dans ta personnalité, t'es incapable de tuer. Il dit même si je te pousse à bout, tu le ferais jamais, je t'ai déjà poussé à bout, puis tu le fais pas. Il dit la seule façon que ça se finit, c'est que c'est moi qui le fais. Puis le Joker il se casse le cou. Ah ouais. Ouais, puis les comics ça finit de même, genre il se casse le cou, puis Batman le regarde, puis il s'en va. Ben moi je vais pousser ma théorie.
avant que Batman rentre dans la fête foraine, mais où que les miroirs, commissaire Gordon, il dit une phrase. Il dit « Batman ne fait pas l'irréparable. Et Batman ne répond pas. » Oui. Tu pousses ta théorie à confirmer. Non, moi, je suis sûr. Écoute, c'est ma théorie. Là. Elle n'est pas plus bonne que la tienne. Là. Tu vas créer tu vas ouvrir un site du complot pis tout, là. Mais je la trouvais bonne, puis c'était un écrivain de Batman qui a dit cette théorie-là. Mais c'est pas lui qui l'a dessiné, il écrit, là. C'est sa théorie. Moi, je préfère ma théorie du fait qu'il est incapable de tuer, puis qu'au final, oui, un ne peut pas coexister sans l'autre, mais... Mais c'est parce qu'un n'empêche pas l'autre. Dans le sens que, oui, si le Joker est mort, c'est fini, mais la fin laisse quand même une ouverture à tout ça, genre. C'est ça qui est intéressant. C'est ce qui rend la bande dessinée, je pense, merveilleuse. D'où le film d'animation a peut-être un peu de la misère à aller chercher. Ouais, il est comme en dessous de ce que reflète le comic. Ben, c'est parce que le comic, c'est que chaque image a un impact. Dans le dessin animé, ça ne... Moins, je trouve, ça frappe moins, puis pourtant ça devrait être le contraire. Moi, cette bande dessinée-là, faite en film, là, en live action, ça serait malade. Ah, ça serait démentiel. J'aimerais vraiment ça voir ça. Avec Jared Leto en Joker, puis Ben Affleck en Batman. Ça me dérangerait pas. Quoi que Jared Leto est tellement rendu gangster, là, c'est surtout ça qui est dans le fond. Là. Je sais pas, on verra bien. Ben, il y a des références dans le sens que dans le nouvel univers de DC, ils ont fait la référence à la cuve. Parce que dans Suicide Squad, dans les origines d'Harley Quinn, ils sont à l'usine, puis ils pitchent Harley Quinn dans la cuve, puis ils sautent avec lui. Puis c'est pour montrer la référence comment le Joker est devenu le Joker. Ils utilisent encore la même origine. Ah oui, c'est vrai. Hein? C'est une origine qui est rendue comme pas mal commune, mais c'est pas mal le seul élément qu'on gardé pour tout ce qui est canon. Le Killing Joke. C'est le fait qu'ils sont dans une usine, qu'ils tournent dans une cuve, qu'ils deviennent Joker. Parce que l'origine de Red Hood est prise dans le New 52, tout ça. Puis ça aussi, ça vient créer l'origine aussi de l'anti-héros Red Hood, qui est un ancien Robin à Batman. Tout est lié comme ça. Mais il y a, dans les comics récents du 52, il y a une nouvelle vision de les origines. Il y a la même histoire contée dans le comic book de King Joke, sauf qu'on apprend dans le fond que le Joker était déjà le Joker avant de tomber dans la cuve. La cuve l'a pas changé, il a juste changé son apparence. Il avait la même personnalité, c'est juste la cuve qui a changé son apparence. Ok. Ouais. Parce que dans le fond, on a des éléments de l'origine de Red Hood qui montrent qu'il était bien en Red Hood, puis tu vois, il planifie ses idées, puis dans le fond, tu vois, il avait même pensé que le Joker. Puis à la fin, genre, t'as juste le gang du Red Hood qui tombe à l'eau, puis ça, puis il s'enfuit, puis il dit, ah, ça marchera jamais le Red Hood, je vais tenter un dernier truc avant de m'en aller. Puis il va à l'usine, puis il y a un accident, puis il tombe dans la cuve, mais tu vois qu'il avait même pensé avant qu'après. Ok. Ouais. Donc, c'est pour dire qu'il cherche toujours moyen de te ramener l'histoire, même dans la trilogie de Nolan. Ben, il y a un impact immense, l'univers de DC tout court, là. Ben oui, mais Joker, c'est la force du Joker, il n'y a pas d'origine fixe. Un autre exemple, dans la trilogie de Nolan, dans le deuxième avec Joker, il n'y en a pas. Je pense que c'est 3-4 fois dans le film, il dit une origine différente. Ouais, c'est ça. Tu veux savoir comment j'ai eu une cicatrice? C'est son père une fois, l'autre fois c'est sa mère. Une fois c'est lui. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ce qui rend le personnage un peu chaotique. Ouais. Là-dedans, c'est ce qui est intéressant du film de Nolan, c'est que le Joker est pas là pour être méchant. Il est là pour créer le chaos. Genre. Ouais. Comme il y a Morgan Freeman, il dit dans le film, il y a des personnages... Non, c'est pas vrai. C'est Alfred qui dit, tu sais, il y en a qui sont juste là, juste pour que tout dérape. Ouais. Sans avoir nécessairement besoin d'autre chose. Parce que Joker, à un moment donné, il ramasse un tas d'argent, puis il le brûle. Ouais. Il n'a pas besoin de l'argent, il s'en colline de... C'est de valeur qu'il soit décédé, Heath Ledger. Parce qu'il était censé être dans le troisième film de Nolan. Ouais. Ça a fucké les plans, c'est de valeur. Mais sinon, à part ça, toi, t'as-tu d'autres choses à dire sur le film? Ben, on a parlé des éléments les plus importants du film. Je pense qu'on est au moment, je pense, donner la note. Parce qu'on a parlé en globalité de toutes les scènes importantes du film. Donc, je vais te laisser commencer avec ta note, Max. Écoute, j'aimerais ça te donner un 5. Je donnerais un 5 pour la bande dessinée, mais c'est pas le cas. Dans le fond, j'ai apprécié le dessin animé. C'est malheureusement la première partie qui m'a découragé parce qu'elle n'apporte absolument rien. Il y a quelques ajouts que je vois que ça a été juste pour étirer la longueur du film parce que sinon tout aurait été trop rapide. J'aurais aimé un dessin plus prononcé, comme je disais. Je sais que toi tu me dis que c'est voulu, c'est correct, mais ça m'a pas convaincu pour ma part. Ouais. Mais sinon, c'est pas un mauvais film. C'est loin d'être un mauvais film d'animation. Vous avez la chance, puis vous aimez les films d'animation de Batman, ça vaut quand même la peine de le regarder. Pour ma part, ma note, je donne un 3 sur 5, qui est loin d'être pourri. C'est bien. Pour toi, c'est très long. Toi, combien tu donnes, Mathieu? Je vais un peu dans le même ordre d'idée. C'est un très bon film. Moi, j'ai écouté tous les films de DC d'animation. D'ailleurs, le dernier, comme j'ai dit, Teen Titans vient de sortir. Je l'ai écouté cette semaine probablement. Parce que je suis un fan fini de tout ce qui est super-héros. Et j'ai découvert beaucoup l'univers de DC grâce aux films d'animation qui m'ont donné le goût un peu de lire les comics. Parce que moi, quand j'étais jeune, de DC Comics, ce que je connaissais, c'est Batman Superman. Ouais. Puis pour moi, Flash, c'était juste un gars qui courait vite. Pour tout le monde, c'était ça, là.
Puis à force du temps, j'ai lu les comics, j'ai vu les films d'animation, j'ai vu les films mauvais qui sont sortis, Superman Return, Green Lantern. Batman de Superman. Mettons. Puis ça me fait découvrir un DC que j'ai adoré énormément, qui est très riche et aussi qui a une manière différente d'apporter l'univers des super-héros que Marvel ne fait pas. Ils ont vraiment chacun une façon différente d'amener l'univers des super-héros et j'adore beaucoup la façon de DC parce que chaque héros a son univers propre et aussi dans son univers propre, il y a sa propre endroit propre. Tu sais, mettons, dans Marvel, une majorité des héros sont à New York. Dans DC, chaque héros a sa ville à protéger. Ouais. C'est un concept que j'aime beaucoup parce que tu es le gardien de ta ville. Tu sais, Batman, c'est Gotham City, Superman, c'est Metropolis, Flash, c'est Central City, et ainsi de suite. Ça, j'aime beaucoup ça. C'est comme un côté, je protège l'Amérique complète comme un gros bouclier. Mais c'est des dieux, hein, en DC. C'est plus des dieux que des super-héros. C'est souvent, il fait souvent référence à ça que les super-héros de DC. Il y a beaucoup de références. Batman dit souvent de la Justice League que ces êtres les plus puissants de la Terre sont une même place et ils ont le potentiel de détruire l'humanité. Ouais. Puis lui, son rôle, c'est de surveiller ça pour pas que ça arrive. Il y a un plan pour chaque personnage. il a privé un point faible, il a trouvé le point faible de chacun. Batman, il tue sa coche. Bref, ma note est un 3.5 sur 5. Oh, quand même plus généreux que moi. C'est un très bon film, pas au même niveau que le comic. J'ai vu des films d'animation qui étaient meilleurs que ça, d'ici. Même si là, c'était basé sur un des meilleurs comics, ils n'ont pas donné la justice parfaitement. Mais quand même beaucoup de bons éléments, dont la scène où Barbara se fait tirer dessus. Ouais. C'est vraiment très fidèle au comic. La scène à la fin aussi, très fidèle. J'ai adoré. Mais ça reste que je donne 3.5. J'avais hésité à 4, mais quelques éléments, dont le début, comme tu parles, qui était un peu trop étiré, qui a pu mettre ça beaucoup plus court. S'il avait mis plus court, j'aurais donné un 4, probablement. Mais là, je donne un 3.5. Sinon, c'est le temps du mot de la fin. Vous pouvez me suivre, moi, sur mon Facebook, Mathieu Belkevo. Puis nous suivre sur notre Facebook, la Ligue des Cinévores, sur YouTube, la Ligue des Cinévores, Digipod, la Ligue des Cinévores, Twitter, la Ligue des Cinévores, iTunes, la Ligue des Cinévores, je pense que RZO, la Ligue des Cinévores, et Balado Québec. Balado Québec, la Ligue des Cinévores. On est vraiment partout. Restez à l'afflux, continuez à nous suivre. N'hésitez pas à commenter, à partager. C'est des commentaires, on aimerait ça vous entendre. On voit qu'il y a toujours du monde qui nous visionne. On est très contents. Ça vient constant. Je fais un petit props à mon ami Simon qui écoute le show à chaque semaine. Il est arrivé puis à chaque semaine il disait t'as dit ça, fallait pas que tu dises ça. Je suis comme ok mais Sim, je te dis allô. Qu'est-ce que tu veux pas que tu dises? Ah, c'est parce que souvent il me corrige comme ça. Maintenant on avait dit qu'il n'y avait pas vraiment eu de film de Marvel de super-héros féminin. Ouais. Il m'a dit ben non, il y a eu Electra. J'ai fait écrire c'est vrai. Je compte pas là. Il avait raison. T'as dit quel film? Ouais. Fait que sinon moi vous pouvez me suivre parce que tu as oublié de me nommer. Mais écoute, je ne sais pas pourquoi on a intérêt de me suivre là, mais. Je vais t'aider. Facebook, Twitter, Max Taillon, Tinder, Max Taillon, Instagram, Max Taillon. Est-ce que t'as pas d'allure? Badou, Max Taillon. Badou. Tiens, qui va encore sur Badou. Je sais pas. J'aimais pas ça déjà au début, puis j'aimais pas ça à la fin, en tout cas. C'est pas mal sur tout là-dessus, vous pouvez le suivre. Là. Fait que, c'est bon? Je pense que c'est le moment de vous dire à la semaine prochaine, alors restez à l'afflux.